Bonjour à tous! Aujourd'hui dans cette vidéo, je voulais vous parler de mini-machines et surtout de cette Geekom A9 Max, le nouveau petit PC de chez Geekom, qui est équipé du processeur Ryzen AI 9 HX 370, un processeur qui n'est pas le plus haut de gamme de ce que fait AMD dans les gammes Ryzen AI, mais qui est quand même extrêmement puissant et performant pour tout un tas d'usages. On le détaillera un petit peu dans cette vidéo, mais si vous voulez une machine qui soit très capable, au-delà des tâches de productivité de base, mais que vous voulez faire du montage vidéo, de la retouche photo, du traitement lourd, voire du traitement avec de l'intelligence artificielle et même du jeu vidéo, c'est des machines qui vous permettent d'aller dans ces domaines-là. Normalement, Mini Machine et Ryzen AI 9, ça doit vous évoquer quelque chose si vous suivez mon contenu. Mini Machine, ça fait longtemps que je veux en parler, mais le problème c'est que je renouvelle pas fréquemment mon matériel, et vous avez ici une petite Intel NUC. À l'époque, Intel fabriquait encore des NUC, donc vous voyez que ça date d'il y a un moment. Je vous l'avais présenté en vidéo, et c'est ma machine qui me permet de faire de l'expérimentation et tout ça. Donc on a déjà parlé de ce type de mini-machine sur ma chaîne, je vous les avais déjà présentés, même si ici on est sur une machine qui est autrement plus capable, autrement plus performante, sur un budget un peu plus évolué évidemment, puisqu'on est sur un budget de 1000 € pour une machine qui vous emmène dans des horizons au-delà de ce que votre machine de bureau actuelle peut être, ça dépend de comment vous êtes équipé, mais vous permet actuellement de faire. Et pour le Ryzen 9, pareil, c'est quelque chose qui doit vous évoquer quelque chose, puisque je vous ai présenté cet ordinateur portable de chez Dell, vous le retrouverez en vidéo sur ma chaîne quoi qu'il arrive, qui lui aussi est équipé exactement de la même architecture, en Ryzen 9 AI HX 370. Donc normalement, vous êtes en terrain connu, vous savez déjà que cette machine va être extrêmement capable, extrêmement puissante, dans tous les domaines en fait, puisqu'elle n'a pas de gros points faibles. L'objectif de cette vidéo, c'est quand même de vous en dire plus sur la machine en tant que telle, donc vous verrez dans cette vidéo, je vais faire le tour évidemment de la connectique, on va l'ouvrir pour regarder de quoi elle est composée, comment elle est évolutive. On parlera évidemment des performances, même si je vais pas faire tous les tests, tous les benches qu'on peut faire sur le marché, je vous montrerai qu'elle est extrêmement capable en termes d'usage, que ce soit des usages très avancés ou des usages plus modérés, vous pourrez sans souci l'utiliser. C'est une machine qui remplace sans souci n'importe quelle machine de bureau actuelle, à partir du moment où vous n'avez pas de trop gros besoins en termes de gaming, parce que le seul point en fait où elle est un petit peu limitée, c'est son Radeon 890M, qui est déjà très bien, c'est un bon petit GPU intégré, mais si vous avez envie de jouer à des jeux récents, un peu poussés en termes d'utilisation mémoire, ou intense en termes de calcul, forcément c'est une machine qui va être un petit peu moins à l'aise dans ces domaines-là. Donc voilà, c'est l'idée de cette vidéo, je vous présenterai évidemment ses points forts, ses points faibles, j'y reviendrai à la fin de la vidéo, mais je voulais dès le début de la vidéo vous faire un descriptif en gros de ces caractéristiques, que vous sachiez sur quel terrain vous arrivez, parce que quand on parle de mini-machines, on peut parler de machines qui sont dans des budgets de 100-150 €, voire monter dans des machines à plus de 2000 €, même très au-delà. Donc il y a tout un panel de mini-machines, et je suis pas spécialement à l'aise personnellement avec ce type de machine, parce que personnellement je les trouve moins évolutives, moins réparables, plus quelque part entre guillemets jetables que des machines traditionnelles, que ce soit des petites machines ITX comme ça que vous assemblez, ou des petites machines, ou des grosses machines pardon, de bureau que vous assemblez, mais cependant elles ont un point fort évidemment que ces machines-là n'ont pas, c'est qu'elles sont ultra compactes, vous pouvez les transporter, vous pouvez facilement les cacher sous un bureau, derrière un écran, puisqu'elle a même des petites vis, un petit socle pour pouvoir la connecter sur du VESA. Donc ça permet quand même d'avoir des usages assez intéressants, et surtout, elle est entièrement optimisée pour la consommation, ce qui fait qu'elle a un rapport efficacité ou performance et consommation d'énergie qui est excellent. Donc c'est une machine qui est proposée sur un budget de 1000 €, ce que je trouve pas fou par rapport à ce qu'elle propose en termes de performance, mais ce qui pourra peut-être en refroidir certains si c'est pas le type de machine que vous cherchez. Effectivement c'est un gros budget, mais ça reste beaucoup moins cher que les versions Max 385, 395, donc ça reste abordable. Vous avez dedans l'AMD Ryzen AI 9 HX 370, je vous en ai déjà parlé, équipé donc avec une carte discrète, donc la carte intégrée Radeon 890M. Ça fait que ce processeur-là est compatible Copilot plus PC, donc Windows 11 avec les extensions d'IA. C'est indiqué que vous avez 80 TOPS de capacité de puissance d'IA, c'est 50 TOPS pour la partie CPU et 30 TOPS pour la partie GPU, ce qui est déjà très intéressant, hein. Vous avez des performances en IA
sur ce type d'architecture de chez AMD qui sont extrêmement intéressants et qui vous permettraient, si vous êtes intéressé par le sujet, d'aller explorer quelques petites générations, voilà, que ce soit du texte ou de l'image ou des choses comme ça, vous pouvez commencer à faire des choses. Elle a intégré de base 32 Go de mémoire vive, mais elle est équipée de 2 slots de mémoire, donc c'est la DDR5 5600, donc vous pouvez la faire évoluer cette mémoire, ce qui est très intéressant. Alors on perd évidemment un petit peu en performance, je sais pas, je saurais pas mesurer dans combien de pourcents ça dégrade les performances de la machine, mais c'est autrement plus intéressant puisque vous pouvez la monter à 128 Go, et 128 Go dans certains scénarios très poussés, en particulier quand on parle d'IA et de modèles à charger, ça peut être intéressant. Donc pour les gens qui achètent une machine de ce type-là, en général, on est bridé parce que souvent, de temps en temps, la mémoire est soudée directement sur les machines. On parle même pas d'ordinateur portable où là, je vous l'avais présenté, la mémoire est soudée dessus. Ici, vous avez des possibilités d'évolutivité. Vous avez un SSD PCI Express 4 qui est de 2 Tera par défaut. Vous avez en plus un deuxième port M2, donc en plus du premier port M2 sur lequel est équipé sur lequel est le SSD, ce qui vous permettra d'avoir un petit peu d'évolutivité pour le stockage, c'est très intéressant. Des sorties vidéo à plus savoir comment faire puisque vous avez deux sorties HDMI 2.1 plus les sorties USB-C, donc c'est du USB 4, donc ça vous permet de brancher des écrans. Vous pouvez même faire du chaînage d'écran, on vous dit que jusqu'à 4 écrans en 8K 120 Hz, en tout cas moi j'ai un écran 5K 4K 120 Hz, ça tourne vraiment sans souci. La connectivité en double 2,5 Gigabit Ethernet c'est top, plus une carte M2 interne Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4, et qui dit carte M2 dit évolutivité, vous pourrez la changer, c'est aussi super intéressant. Plein de ports USB, alors ça pour moi c'est un défaut parce qu'en face avant, elle n'a que des ports USB type A, mais plein de ports USB, donc c'est assez intéressant, plus un lecteur de carte SD et un verrou Kensington. Donc du coup, avec ça, vous pouvez même faire de la retouche photo, mettre directement votre carte SD dans la machine, et c'est parti pour du traitement photo de masse. Ce qui est aussi très intéressant, c'est que ce sont des machines qui sont robustes en termes de construction et aussi robustes en termes de refroidissement. Alors évidemment, Geekom en fait peut-être beaucoup quand ils décrivent tout ça, mais c'est une marque qui est quand même réputée maintenant. C'est une marque à pignon sur rue, en fait Geekom vous la trouvez un petit peu partout, et du coup, comme beaucoup de marques chinoises d'origine, c'est des marques qui maintenant sont attachées à leur image, donc ils font très attention quand même à ce qu'ils font, contrairement à des marques qui se lancent, qui peuvent tenter le coup avec des choses plus ou moins réussies. Ici, ils ont quand même une expérience, et ils ont aussi la capacité de faire les choses bien, et comme c'est un processeur qui est quand même très puissant, il faut un bon refroidissement, et là ils ont fait quand même quelque chose qui est très intéressant, avec une machine qui certes ventile, vous aurez des tests audio, enfin je vous montrerai qu'on l'entend en fonctionnement, mais uniquement quand elle est évidemment un peu chargée, un peu sollicitée. Mais voilà, vous avez aussi un très bon refroidissement, ce qui permet de maintenir le niveau de performance assez longtemps. Elle est équipée de base de Windows 11 Pro avec c'est Windows plus copilote PC, mais si vous souhaitez, vous pouvez évidemment changer le système d'exploitation, mettre du Linux, des trucs comme ça. Étant donné qu'on est sur une plateforme AMD assez classique, vous avez la plupart des drivers qui seront compatibles si vous êtes dans le monde Linux. Voilà, elle est aussi, et c'est le dernier point, ce que je voulais vous évoquer, je vous mettrai évidemment un lien affilié en description, mais vous pouvez ensuite aller la chercher où vous voulez, mais elle est disponible sur Amazon, et moi c'est un des critères de sélection quand je vous présente des produits, c'est qu'ils soient facilement disponibles en France avec un support que vous pouvez solliciter français. Évidemment, quand on passe par Amazon, vous avez le store officiel Geekom qui est vendeur officiel Amazon, donc s'il y a le moindre souci, vous pouvez échanger avec Amazon, le retourner à Amazon, c'est beaucoup plus simple quand on a un petit problème avec ce genre de produit. Après ça, voilà, vous choisissez le vendeur que vous voulez, la plateforme que vous voulez, mais au minimum, moi quand je présente des produits, je veux qu'ils soient accessibles en France pour que vous n'ayez pas de soucis, qu'il n'y ait pas besoin de faire de l'import, ou l'acheter sur des plateformes chinoises un peu obscures. Au moins ici, voilà, vous avez un package un peu complet. Faites pas attention aux notations, on y reviendra vite fait en fin de vidéo, mais faites pas attention aux notations, c'est les combines habituelles des vendeurs Amazon qui mélangent les références pour faire monter en termes de notes les produits, alors que c'est un produit qui est nouvellement lancé. Donc vous le voyez, il est officiellement disponible au prix de 1000 €. Donc voilà, c'est l'enveloppe qu'il faut envisager si vous voulez une petite machine aussi performante que celle-là. Dans cette vidéo, on va parler de plusieurs choses concernant cette machine. On va parler de la connectique, on va l'ouvrir, je vais vous montrer de quoi elle est constituée en termes de stockage, en termes de mémoire, en termes d'évolutivité. Je vais vous donner des informations de performance, on va faire tourner des jeux, des applications, des benches. Donc
Il y a beaucoup d'informations dans cette vidéo, elle est donc chapitrée. Comme d'habitude, en bas ici, vous avez la liste des différents chapitres de la vidéo. N'hésitez pas à sauter les sections, ne vous imposez pas le visionnage complet de la vidéo. Si vous êtes intéressé purement par la description de la machine et mon avis, vous allez au début et à la fin de la vidéo. Ça me va très bien, moi personnellement, si vous y trouvez les informations que vous voulez. Par contre, si vous comptez l'acheter et que vous voulez des informations plus détaillées sur la machine, que vous voulez savoir ce qui marche pas, ce que j'aime moins sur la machine, évidemment, je peux que vous conseiller de consulter la vidéo dans son intégralité, comme ça vous aurez toutes les informations que je voulais vous partager. Concernant l'emballage du produit, il est assez neutre, assez simple. Je ne sais pas si c'est l'emballage définitif, mais en tout cas ici, on a un visuel simple du produit, donc Geekom avec le format mini PC ici. Un petit autocollant rajouté Max, pour indiquer que c'est la finition Max du produit. Geekom et E-Series sur les deux tranches de chaque côté, rien sur les tranches des côtés. Et là où on a les informations importantes, c'est au dos avec les déclarations de conformité et surtout les informations sur le modèle. Donc le modèle que j'ai ici entre les mains, c'est le A9 Max. Donc A9 Max parce que ici c'est un Ryzen AI 9 HX 370. Il y aura une version plus puissante qui sortira, mais ici c'est déjà une version très puissante et elle est équipée de 32 Go de SODIMM en mémoire vive et d'un disque dur SSD de 2 Tera intégré tout ça dans le produit. Donc je vais arracher ça et on va regarder ce qu'il y a là-dedans. Donc l'ouverture se fait très tranquillement. Donc emballage cartonné qui protège le mini PC qui est ici dans un plastique de protection. Je le mets de côté, on verra ça après. On a une expérience un petit peu à la Apple, faut pas se mentir, même si c'est un petit peu moins premium, on est quand même sur ce type de déballage, parce que mine de rien, même des marques telles que celle-ci font des efforts pour que l'expérience de déballage soit la meilleure possible. Donc on a le manuel ici Geekom mini PC, série c'est le A9 Max avec les informations. Alors, j'y reviens dessus puisqu'on va déballer le produit, donc comme ça je vous remontrerai directement sur le produit. On a les visuels de l'intérieur, je l'ouvrirai pour vous montrer de quoi il est constitué, mais c'est sympa, on a aussi dans le manuel quelques indications sur ce qu'il y a dedans, la connectique, tout ça, et surtout comment le faire évoluer, donc comment probablement changer le disque SSD, changer la mémoire. Donc on voit que c'est de la DDR5 1V1, qu'on peut éventuellement, il y a deux modules et qu'on peut également les changer, et qu'il n'y a pas du tout besoin d'outils pour tout ça, on utilise juste un tournevis simple et ça suffit. On a la possibilité de le connecter directement derrière un écran, à partir du moment où on a gardé le pied d'écran, parce que sinon évidemment si on a mis comme un bras, on ne pourra pas faire ça, mais on peut fixer donc ce mini PC directement derrière un écran, et ça fait que ça peut faire un produit très très classe, très très sobre, donc pourquoi pas, la plaque est livrée, on voit aussi... On a les informations sur l'adaptateur secteur. On a ici les informations additionnelles sur comment clipser, donc juste connecter le produit sur son support, et le chargeur, l'adaptateur secteur, qui est malheureusement externe, donc hors du châssis du produit. Et petit carton de remerciement de la marque pour l'achat du produit. Donc on peut passer à la suite. Alors je sais pas pourquoi mon carton a pris un coup à l'intérieur, alors qu'à l'extérieur il est nickel, donc je sais pas comment c'est possible, ça doit être quand ils l'ont emballé je pense. Donc le petit fond ici qui cache le câble d'alimentation. Alors vous voyez ce genre de truc, c'est 3 fois rien. On ouvre un sac plastique sans avoir besoin d'une paire de ciseaux. Et je fais une pause là-dessus, vous allez dire c'est du détail, mais c'est pas grave, je préfère en parler. Ça permet d'éventuellement ces sacs plastiques, plutôt que les jeter, de les réutiliser pour autre chose. C'est peut-être un détail, mais ça peut quand même être sacrément pratique. Et plutôt qu'avoir des sacs plastiques à usage unique, c'est pas génial les sacs plastiques, déjà au moins vous pouvez avoir des usages ultérieurs à juste l'utilisation de ce mini PC. C'est sûr qu'on est très loin de l'écologie quand on fait l'acquisition de ce type de produit, mais bon, on peut quand même essayer de réutiliser un petit peu les sacs plastiques, des trucs comme ça qu'on nous livre. Fiche d'alimentation secteur européenne, donc compatible prise type EF, très classique, donc très standard, vous pouvez la remplacer si nécessaire. Un bon mètre de longueur. Le petit bloc d'alimentation ici. Alors le bloc d'alimentation qui est tout petit, donc c'est dommage qu'il soit pas intégré, mais en même temps, bon, il va pas non plus prendre beaucoup de place. Et puis surtout, c'est pas une fiche qu'on branche directement sur une multiprise, donc ça va pas prendre trop de place non plus. Vous pouvez le cacher facilement, vous voyez que c'est un format carte de crédit un petit peu plus gros, donc c'est assez compact. Évidemment, on branche ça ici pour avoir accès donc à un chargeur fonctionnel. J'imagine que suivant les pays, il y a juste ce câble là qui change, donc c'est aussi extrêmement pratique. La petite fiche ici d'alimentation,
Donc c'est le petit connecteur cylindrique. Si on veut les spécifications de cette alimentation, parce que ça peut être pratique, on le voit ici, 100 volts, 240 volts, 50-60 Hz, 2 ampères maximum, on est sur du 19 volts en sortie, 6,32 ampères d'intensité, et donc on a 120 watts de puissance. Donc 120 watts pour une petite machine comme ça, c'est pas mal, mais bon, dessus on a un processeur assez puissant, avec des capacités graphiques assez évoluées. On a avec cette machine un petit connecteur pour la connecter sur un écran. Il a le mérite d'être là, mais ça fait pas non plus très haut de gamme. Quand on touche les connecteurs, ça fait un petit peu jouer. Mais on a donc un connecteur HDMI, c'est les mêmes connecteurs, hein, il n'y a pas de mini HDMI ou truc comme ça, c'est HDMI classique. Petit connecteur d'1 mètre qui vous permettront de le connecter à votre écran. Et enfin, au fond ici, on a la plaque dont je vous parlais dans le manuel, la plaque format VESA, avec ici la petite flèche pour dire, ici c'est le haut, vous connectez ça sur l'adaptateur VESA, par exemple à l'arrière de votre télé, écran ou autre, et du coup vous pouvez avoir un mini PC connecté sur votre écran, donc ça permet d'avoir un écran multimédia. Si vous voulez faire ce type de montage, c'est pratique, sinon vous pouvez même fixer ça sous un bureau, des trucs comme ça peut être pratique aussi d'avoir ce type de plaque à disposition pour faire ce type de montage. Vous voyez aussi ici qu'il y a des petites encoches pour connecter le PC. On a fait le tour avec bloc d'alimentation, tout ça, on peut maintenant déballer le produit, donc c'est très bien qu'il soit protégé, ça évite qu'on ait un petit boîtier qui soit rayé à l'arrivée. Voilà, emballage plastique. Et on a ici le PC, donc on a à nouveau la référence, numéro de série, adresse MAC et compagnie. 4 petits patins très simplistes, et les deux vis pour la fixation, on voit ici front, qui correspond au front que je vous avais montré tout à l'heure. Donc c'est un châssis, vu le toucher, ça doit être de l'aluminium, parce que c'est froid et ça fait métallique. Le gros logo Geekom sur le dessus, donc super joli. Sur le côté gauche, ici, on a la grille de ventilation. Énorme grille de ventilation, et le lecteur de carte SD pleine taille. Ça c'est génial d'avoir un petit lecteur de carte SD pour les créatifs, mais même pour les gens qui prennent des photos de vacances, des vidéos, des trucs comme ça, avoir directement le lecteur disponible sur la machine, c'est quand même un gain de temps assez appréciable. Sur la face avant, on a 4 ports USB type A. Les 3 qui sont ici sont des ports qui sont 10 gigabits seconde, on le voit avec le logo SS, donc Super Speed, 10 gigabits seconde, et puis de la couleur bleue qui est à peu près normalisée. Le port de gauche, on voit qu'il a une particularité, il a la petite batterie, en gros, c'est toujours un port Super Speed 10 gigabits seconde, mais ce coup-ci avec des capacités de charge, donc vous pouvez connecter dessus de quoi recharger votre téléphone portable par exemple, si c'est nécessaire. Un truc qui est super sympa aussi, c'est la prise jack en façade, on a directement une prise disponible pour y brancher écouteurs et voire microphone, puisque c'est micro-casque, donc c'est combiné. Le petit bouton d'alimentation cliquable avec, on verra la petite LED qui s'allume derrière. Sur ce côté-là, on a la deuxième grille de ventilation, donc côté droit de la machine, avec le module, enfin la prise Kensington, donc l'antivol de Kensington pour pouvoir venir fixer tout ça. Sur l'arrière, on a l'énorme sortie, j'imagine que c'est la sortie de ventilation, donc l'entrée d'air va se faire sur les côtés de la sortie ici, et à l'arrière on a des trucs qui sont super intéressants. En particulier on a le double port 2,5 Gb Ethernet, donc si vous voulez vous faire un NAS de cette machine, ça peut être intéressant de faire une agrégation par exemple. Vous avez ici un port qui est un port 40 Gb seconde avec support d'alimentation et DisplayPort, donc assez complet, on est au niveau d'un port USB 4 quasiment pour les capacités, donc ça peut être assez intéressant à utiliser. On a la même chose de l'autre côté ici, donc vous avez les deux ports ici en USB-C, deux ports HDMI, ça peut être assez intéressant aussi, si vous voulez faire du double écran natif sans avoir besoin de passer par un module externe, un hub externe, des trucs comme ça. On a un connecteur ici USB anecdotique, mais ça vous permettra toujours de mettre, c'est du USB 2, hein, ça vous permettra de mettre sans problème un clavier, une souris, un dongle unifying ou autre, en fonction de ce dont vous avez besoin. Donc voilà, c'est le genre de connecteur parfait, parce qu'il n'y a pas besoin de gros débit. Au-dessus, ici, vous avez à nouveau un connecteur 10 Gb seconde USB. Donc voilà, ça fait une belle connectique quand même pour cette machine, surtout les ports 40 Gb seconde. C'est pas ce qui se fait de mieux, on peut monter sur du 80 Gb seconde, voire plus, mais on a quand même deux ports 40 Gb seconde, donc on devrait quand même pouvoir s'en sortir pour y connecter des disques à haute vitesse ou des écrans, puisqu'on peut connecter évidemment les écrans donc en DisplayPort sur les ports USB-C qui sont là.
Premier démarrage de ce Geekom A9 et première surprise, enfin fausse joie on va dire, puisque j'ai connecté le port Thunderbolt 4, donc le câble Thunderbolt 4 sur le port USB 4 de la machine. Je dis Thunderbolt 4 parce que mon écran est Thunderbolt 4, donc il est aussi USB 4. Et il a des capacités évidemment de charge de la machine qui est connectée, un ordinateur portable, des trucs comme ça. Et dessus, j'ai évidemment donc la possibilité de transférer la vidéo, donc juste avec un câble j'aurai l'affichage, mais j'ai aussi tous les périphériques, clavier, souris, ampli, webcam et compagnie, tout est connecté sur l'écran, donc connecté sur ce câble unique. Et quand j'ai connecté le câble, mon écran a réagi tout de suite en me proposant de basculer sur la source et d'alimenter la machine. Sauf que, vous voyez ici, la machine ne réagit pas au démarrage, donc j'ai quand même préparé le câble d'alimentation. Je vais réallumer l'écran au cas où quand même. Donc j'ai allumé l'écran, il est en mode 140 watts, j'appuie au cas où, si ça réagit. C'est du Thunderbolt avec charge 140 watts, donc voilà. C'était au-delà des capacités de la machine, et la machine ne démarre pas quand je lui connecte le câble USB-C. C'est dommage, j'aurais rêvé de voir ça, de voir un petit produit comme ça, directement alimenté avec un seul câble. Si ça aurait pas été le top, comme ça, d'avoir juste un câble, et d'avoir toute la machine qui fonctionne, moi je pense que ça aurait été idéal. Bon, ça visiblement pas pour ce coup-ci, j'ai quand même demandé confirmation à Geekom, parce que c'est vrai que c'est le genre de fonctionnalité qu'on s'attendrait sur des machines un petit peu haut de gamme et un petit peu sympathiques comme ça. Mais c'est pas grave, en attendant, je vais connecter donc l'alimentation sectaire sur la machine. Alors je suis bien d'accord, c'est des problématiques de luxe, hein. Tout le monde n'est pas équipé d'un dock ou d'un écran qui est capable de faire au-delà des 120 watts de la machine, mais ça aurait été sympa. Donc maintenant que j'ai l'alimentation sectaire et le câble de brancher, on va voir si ça démarre. Donc cette fois-ci, vous voyez le petit voyant blanc, d'ailleurs c'est très joli en blanc, c'est très bien d'avoir retenu cette couleur. Et donc on va regarder la vitesse de démarrage de cette machine, donc elle est normalement prééquipée de Windows 11, donc elle devrait, je devrais voir normalement le système d'exploitation démarrer et me proposer toute sa panoplie d'écrans de confirmation. Donc mon écran ne voit aucun signal vidéo, c'est pas bon signe du tout. Je vais le basculer sur l'autre port, peut-être que à chaud comme ça si je change de port, ça marchera mieux, mais normalement ça aurait dû fonctionner. Si je dois sortir tous les câbles et tous les connecteurs, ça va être un peu pénible. Donc là c'est beaucoup mieux. On voit que l'écran fonctionne. Donc je ne sais pas pourquoi, mais le connecteur de droite n'a pas fonctionné. Alors est-ce qu'il est opérant ou est-ce que c'est juste parce que c'est le premier démarrage? Je ne sais pas. Donc on va choisir français. Donc vous voyez, vous avez une licence de Windows qui est livrée avec la machine. Donc vous avez du Windows 11. Évidemment ici, l'affichage est vraiment horrible, mais c'est normal. On va régler ça après. Donc je finis les différents panneaux. Alors c'est là où il va y avoir la pléthore de publicité de chez Microsoft, ce qui est horrible. Mais c'est pas grave, donc je le laisse se configurer. J'ai aussi le réseau qui est intégré dans l'écran, donc ce qui fait que j'ai directement du 2,5 Gigabit Ethernet dans la machine, donc elle va aussi pouvoir faire ses mises à jour sans souci, sinon je pourrais passer en Wi-Fi. Donc je continue, je vais arriver sous Windows, je vais le laisser installer tous les drivers, reconfigurer l'affichage, et on verra ensuite les caractéristiques de la bête. C'est une version aussi de Windows qui est compatible Copilot, donc Copilot plus PC, puisque c'est une machine qui a des capacités IA. Et je voulais aussi vous faire entendre la ventilation qui s'est déclenchée. Ça m'a surpris, je ne m'attendais pas à une machine complètement silencieuse, mais je m'attendais à une machine discrète. Bon là peut-être elle travaille en arrière-plan, mais en tout cas bon, c'est une machine qui est audible. Pour information, le premier démarrage n'est pas glorieux, je sais pas depuis combien de temps j'attends, mais probablement 45 minutes. Et la mise à jour finit seulement. Alors c'était peut-être une grosse mise à jour Windows, mais je pense que l'image qui est mise sur la machine n'est pas optimale, parce qu'en général, quand on a un ordinateur neuf, etc., ça met pas aussi longtemps pour faire la mise à jour. En tout cas, c'est un petit peu surprenant. C'est pas très gênant, parce que c'est la première fois que la machine se met à jour, mais ensuite, je vais avoir tous les panneaux de Windows, donc j'imagine que j'en ai encore pour 5 à 10 minutes, et c'est pas forcément super agréable. J'ai passé l'étape de mise à jour, et là, j'en arrive à la partie qui est hyper pénible chez Microsoft. Je vous le mets, ça n'a rien à voir avec Geekom. Quand on installe une machine Windows, c'est tout le temps la même chose, mais c'est vraiment saoulant si on doit le faire régulièrement. Non seulement il y a des informations, les panneaux sur les données personnelles, mais ensuite il va y avoir toute la panoplie de publicité qui peut y avoir. Donc moi je ne veux pas restaurer ma machine, donc je vais faire configurer.
en tant que nouveau PC. Et derrière, il va y avoir donc tous les abonnements, les services, les drives, les Xbox Live, les je sais trop quoi, qui passent en revue. Ce serait beaucoup plus simple si Microsoft concentrait sur vous donner la main sur le système d'exploitation. Donc tout ça, ne pas vous le proposer, ne pas vous le suggérer. Et ensuite, éventuellement, vous dire est-ce que vous voulez qu'on vous aide à prendre la main sur votre machine et continuer. C'est super pénible parce qu'en fait, c'est des services qu'on ne prend jamais. Vous voyez, maintenant j'ai Microsoft 365. Je suis obligé de cliquer je sais pas combien de fois sur non, j'en veux pas. Essayez de pas me tromper parce que pas cliquer sur le mauvais bouton. C'est saoulant. PC Game Pass. Je dis pas que je le connais par cœur, mais presque. Donc voilà, 1 heure après, puisqu'il est 23h17, j'ai commencé, il était un petit peu plus de 10h. J'ai la main sur la machine. Ça a été hyper long. Il faut maintenant que je la reconfigure parce qu'évidemment, vous voyez que l'affichage n'est pas bon du tout. Et puis ensuite, je vais pouvoir commencer à voir si elle fonctionne bien et faire des petites choses sympas. Hop, donc déjà je vais la mettre en résolution, en définition qui correspond à mon écran. On va aller directement dans les paramètres d'écran. Je vais voir si j'ai un affichage 120 Hz. Visiblement oui. Donc déjà la carte graphique intégrée permet d'avoir ça. Et je suis en taux de rafraîchissement variable, on le voit ici, je peux même l'activer. Donc c'est très bien. Tout est là, tout est prêt. J'ai ma souris qui va arriver. Donc je vais pouvoir configurer Windows et je vais pouvoir passer à la suite, à savoir vérifier que la machine est parfaitement fonctionnelle sous Windows 11. Et ce qui fait plaisir, je peux ouvrir tout de suite le petit gestionnaire des tâches, mettre ici graphique en mode logique. Voilà tous les cœurs de ce processeur, ce qui est déjà plutôt pas mal. On voit 12 cœurs, 24 processeurs logiques, c'est une très grosse machine. On va regarder ce que cette petite bête cache en elle. Pour ça, il va falloir enlever les petits patins. Et pour enlever les petits patins, je me suis accompagné de mes kits de démontage. Donc, kit iFixit que j'avais acheté sur Amazon. Je me suis racheté cet accessoire-là parce que j'en ai cassé un en démontant le Dell d'une précédente vidéo. Et kit de tournevis, puisqu'il faudra s'accompagner de tournevis. Et pour accéder à l'intérieur de la machine, vous voyez les petits patins qui sont ici. Il faut les soulever, vous aurez des vis en dessous. Donc il y a 4 patins autocollants que je vais mettre sur le côté pour garder l'autocollant. Utilisez un accessoire à la fois rigide et faites attention, ça reste du plastique en dessous. C'est un plastique ABS sur le dessous, quand c'est un aluminium côté et au-dessus, donc vous pouvez très facilement le rayer si vous ripez. Les petits patins ont des petits crochets, je ne sais pas si on les verra à la caméra, mais il y a 2 petits crochets ici qui viennent se clipser sous le plastique, en plus du scotch double face. Si ça colle plus, vous remettez un petit coup de double face, du 3M double face, ça fera l'affaire. Donc je démonte les 4 petits patins. Je précise qu'avant de démonter la machine, je l'ai mis une première fois en route, donc, enfin même pas une première fois, plusieurs fois en route. Donc j'ai des choses à dire sur la connectique, la ventilation, des trucs comme ça, mais ça m'a permis aussi de voir comment elle se comporte, ce qui me permettra aussi de voir par rapport à ce qu'on voit à l'intérieur, si c'est cohérent par rapport à ce que j'ai perçu en termes de ventilation et compagnie. Pour ouvrir, donc c'est du cruciforme grosse taille, donc normalement un tournevis classique suffit largement. Moi j'ai un tournevis de précision parce que ça me fait gagner un petit peu de temps. Faites attention à ne pas perdre des vis. J'ai fait levier avec un petit accessoire en plastique et le capot ici se démonte. Je vérifie des fois qu'il y a une antenne collée dessus, donc tout c'est tout bon. Il y avait un autocollant ici, le reste a l'air d'être attaché au châssis, donc on peut continuer. Donc on a ensuite 4 vis ici. Les vis, pour info, ont l'air d'être les mêmes, mais bon, comme ça joue des fois pas grand chose, un pas de vis, une taille, je préfère pas dire de bêtises, donc faites attention, gardez-les quand même séparés pour pas les mélanger avec les vis de boîtier. On ne sait jamais. Donc je peux m'aider des petits crochets en métal ici pour retirer la partie qui est là. Dans mon cas de figure, les antennes m'empêchent d'aller plus loin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dévisser les antennes. Donc a priori, je peux juste démonter celle-là, ça devrait suffire. C'est juste le fil en fait qui est très court et qui fait que je ne peux pas retourner la plaque. J'aurais dû aller un peu moins vite, j'ai rien arraché, j'ai juste déconnecté l'autre antenne. L'autre antenne aussi est très très juste, en fait ils auraient pu mettre un petit peu de mou, ça n'aide pas à l'ouverture, parce que vous voyez que la carte M2 qui sert à connecter les antennes est sous le SSD, et donc du coup les fils sont vraiment tendus à mort. Donc il va falloir que je décolle ici les petits autocollants, que je me laisse du mou pour l'antenne, pour pouvoir la remettre, la reclipser, refermer le boîtier, et remettre ensuite les petits autocollants.
C'est dommage, parce que c'est pas conçu du coup facilement pour être démontable. Mais c'est pas grave, c'était pas l'objectif, donc ce que je voulais vous montrer quand même, c'est qu'on peut l'ouvrir et qu'il est extensible, cette petite machine est évolutive. On a un empilement de 2 M2 ici. Le premier M2, c'est le disque dur. Ici, on a donc un disque dur Lexar de 2 Tera, donc il n'y a pas toutes les informations, mais vous voyez ce qu'il faut, c'est un 2280. 2 Tera, et puis je vous mettrai une référence plus exacte si je l'ai à l'écran au moment où je vous le montre. Donc disque dur avec des composants simple face que je vais mettre là. Et en dessous, on voit donc la carte Wi-Fi. La carte Wi-Fi, c'est une Mediatek, donc probablement un petit peu moins sympa que ce qui existe sur le marché, mais compatible AMD sans souci, alors que les cartes Intel, enfin maintenant normalement elles sont compatibles, mais en tout cas elles pouvaient poser problème. Donc elle fait Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4, donc c'est plutôt pas mal. Et on a de la mémoire SODIMM qui est évidemment évolutive, donc on peut la relâcher et la sortir. C'est de la DDR5, PC 5600, donc classique on va dire pour cette architecture. Je ne sais pas si elle va être limitante pour la petite machine, mais en tout cas vous voyez qu'on a 2 barrettes de 16 Go, donc on est bien à 32 Go, et éventuellement on peut faire évoluer la taille de mémoire de cette machine. Par contre, si vous voulez la faire évoluer, bien évidemment qu'il faudra remplacer les 2 barrettes, puisque là vous avez déjà les deux banques mémoire qui sont saturées. On voit aussi l'intérieur, évidemment on pourrait aller plus loin en démontant complètement la machine, mais là je risque d'être destructif parce que c'est moins conçu pour être démonté ensuite, hein. Il n'y a pas normalement de pièces à faire évoluer ensuite, mais vous avez en dessous l'énorme dissipateur avec la partie ventilation et tout ça, et donc le processeur est évidemment de l'autre côté de ce PCB. De ce côté-ci, vous avez des choses que vous pouvez faire évoluer. On voit aussi, dernier point intéressant, que la pile du BIOS est facilement accessible, donc il faudra probablement en racheter une nouvelle ou en ressouder une nouvelle si vous voulez la changer, mais en tout cas, on n'a pas besoin de tout démonter pour y avoir accès, donc ça c'est plutôt pratique. Une autre petite chose à noter, c'est qu'on n'a pas de connecteur SATA et compagnie, par contre on a un deuxième connecteur M2 qui est ici. La vis est juste là, alors il faudra peut-être déplacer un petit peu la pile si vous voulez l'utiliser, mais on voit ici le stand-off, le petit support, si vous avez un M2 court, si vous avez un M2 long, vous pouvez le mettre ici. Alors ce sera pas un 2280 je pense, mais vous pouvez aller quand même sur une taille, je vous mettrai les tableaux de compatibilité des M2, mais vous pouvez aller sur une taille un petit peu plus longue, sinon vous mettez un tout petit ici. Mais en tout cas vous avez 2 possibilités de M2, donc vous avez un connecteur là, et les attaches ici et là. Ce qu'il faut comprendre avec cette machine Geekom, c'est que dedans, on a exactement la même architecture que cet ordinateur portable de chez Dell que je vous avais présenté, le Dell Pro 14 Plus. On est sur le même niveau de performance d'ailleurs, c'est juste qu'on est sur des machines différentes évidemment en termes d'usage, puisqu'ici on est sur une mini-machine, donc une machine qui a plutôt tendance, même si elle peut être très nomade, c'est pas un ordinateur portable, c'est une machine de bureau, on va dire, que vous pouvez déplacer facilement, brancher sur un autre écran. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est le fait, logiquement, théoriquement, même si j'arrive pas à le faire marcher, d'avoir ce connecteur unique USB-C à l'arrière pour alimenter et pour connecter, par exemple, à un écran qui le permettrait. Donc ça permet très très rapidement déjà de la mettre en route, voire même de la connecter, de la fixer à l'arrière d'un écran pour rendre un écran pour qu'un écran devienne multimédia, entre guillemets, donc que vous puissiez en faire plus de choses. Mais on est donc sur le même niveau d'équipement entre les deux, même si ici on peut changer la carte Wi-Fi, et donc le Bluetooth qui est associé, actuellement on a la même carte Wi-Fi 7, le Bluetooth 5.4, donc on est sur la même machine. C'est juste qu'ici c'est un ordinateur portable, là c'est une mini-machine. Même niveau de performance, tout est pareil, et le niveau de performance est d'ailleurs très très bon, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, mais donc c'est des machines qui sont très utilisables, très exploitables au quotidien. C'est pas des petites machines, on va dire, qui sont un peu limites en termes de performance, c'est des machines qui sont extrêmement capables en termes de performance, et ça c'est très appréciable, d'autant plus quand on est ici sur une machine nomade, ou quand on est sur une toute petite machine dont l'objectif est d'être relativement silencieuse et relativement économe en énergie. C'est quelque chose qu'elle fait vraiment très très bien. C'est pour ça que la plateforme Ryzen AI est plutôt adaptée pour toutes les machines mobiles. C'est vraiment une très bonne plateforme qui maintenant n'a rien à envier, je veux dire, à des alternatives autres comme du Intel ou du Qualcomm. On est sur des vraies plateformes mobiles qui sont très intéressantes. À vous de faire le choix, vous pouvez toujours retenir des plateformes Intel chez Geekom comme chez Dell, hein, peu importe, vous avez les alternatives qui sont disponibles en tout cas pour le moment, donc vous avez de l'Intel plus classique si vous voulez sur d'autres gammes, mais je trouve que la gamme AMD personnellement est vraiment très sympathique.
Le point qui m'a le plus impressionné avec cette petite machine, c'est sa consommation à la prise. Alors pour ça, j'ai un consomètre que vous voyez régulièrement dans mes vidéos, mais juste devant, j'ai aussi une prise connectée, ça va être beaucoup plus facile pour vous montrer. Prise connectée qui est connectée donc sur mon installation domotique, et vous voyez ici bureau. En fait, on a quasiment la même information qui est lue sur le consomètre, sauf que la consommation qui est ici est un petit peu moins mise à jour fréquemment, souvent. Donc il y a toujours une petite latence pour avoir les mises à jour de consommation. Actuellement, vous voyez que j'ai une consommation passive de 30 watts, un peu plus de 30 watts. Ça, c'est tous les équipements qui sont connectés sur la prise, il faudra les retrancher, donc j'ai la borne Wi-Fi 7, ça consomme beaucoup le Wi-Fi 7, mais j'ai aussi des équipements comme le Google Home, des trucs comme ça, et des ampoules connectées. Donc ça, c'est la consommation qu'il faut retrancher. Maintenant, je vais juste brancher ici la prise sur la multiprise. Donc on va voir déjà qu'il y a une petite élévation de consommation, pas énorme, mais il y a quand même une petite élévation. Cette mini-machine, consomme un tout petit peu, même quand elle est juste connectée sur le secteur. J'ai attendu que ça se stabilise, vous voyez, c'est pas énorme, mais on est quand même sur du 2, 3, 4 watts en plus, juste pour le fait d'avoir un adaptateur secteur branché sur la prise. C'est un petit peu dommage, je trouve toujours ça excessif et anormal. Je sais pas comment on peut en arriver dans des situations comme ça, mais retenez ça, on a quand même quelques watts qui sont consommés pour rien à l'arrêt. Par contre, là où ça devient super intéressant, c'est que vous allez voir, je vais faire, alors, écran allumé, écran éteint, mais je vais faire l'allumage de la machine. Donc pendant que la machine démarre, on peut surveiller la consommation, vous voyez qu'elle grimpe. On est maintenant dans les 90 watts, écran plus machine, évidemment. Hein. Je rééteindrai l'écran par la suite. Vous voyez que la machine est déjà démarrée, ça c'est aussi un de ses gros points forts. En plus, je suis authentifié avec Windows Hello ou la webcam, donc ça va super vite. Et je vais attendre que ça se stabilise, puisque là, Windows démarre, donc évidemment, il y a une consommation, on va dire, importante à la prise, puisque il y a tout à mettre en route, vérifier qu'il n'y a pas de mise à jour à faire, toutes ces choses-là. Donc ça peut consommer un petit peu. On entend d'ailleurs, ça s'entendra à peine au microphone, mais on entend la machine qui s'emballe, hein, elle est en train de travailler un petit peu, puisqu'il y a 2-3 trucs à faire. Démarrer des services en arrière-plan, voilà, donc on voit qu'il y a eu des pics CPU, donc forcément la machine consomme un petit peu. Là où ça devient super intéressant, c'est que vous allez voir la consommation va ensuite redescendre, puisque la machine va se mettre au repos, elle va baisser la fréquence du processeur. Là, actuellement, j'ai une machine qui fonctionne qui fonctionne sur le secteur, mais aussi l'écran. J'ai un écran 5K en 120 images secondes, hein, puisque là, actuellement, la configuration, c'est du 5K, donc c'est du 4K en vertical, mais 5K horizontal, et du 120 images secondes. Donc vous voyez que je suis à moins de 70 watts, il faut retrancher donc, les environ 30 watts hein, pour faire gros grain que je vous avais indiqué. Donc si je retranche chez 30 watts de consommation passive, on est à 39 watts en ce moment. 39 watts pour alimenter donc mon écran. Alors certes, l'écran est aussi de très bonne qualité, donc consomme assez peu. Écran ici qui n'est pas allumé en HDR, mais j'ai aussi la possibilité d'activer le HDR si nécessaire. Avec cette config là, c'est compatible. Mais j'ai un écran donc 120 images secondes plus la petite machine. Et tout ça pour une consommation, vous voyez, qui est ridicule. Si j'éteins l'écran, qu'on ait la consommation réelle de la machine, même si on peut pas en faire grand chose sans écran, donc ça peut servir de serveur et tout ça, c'est pour ça que je vous le montre quand même. Vous allez voir la consommation qui s'abaisse énormément. On est maintenant toujours sous Windows 11, démarré, activé, donc prêt à fonctionner mais qui ne fait pas grand chose, 42 watts. Et ça continue à descendre, on est maintenant à 35 watts. C'est ridicule en termes de consommation et ça m'a vraiment épaté. C'est-à-dire qu'on peut avoir une machine très haut de gamme, très haut de gamme, très puissante, puisqu'elle a des capacités très élevées, avec un écran, cet écran-ci en particulier, puisque celui-là est particulièrement peu énergivore dans certaines situations, tout ça pour un package de moins de 50 watts. Et je trouve ça assez épatant, de nos jours en tout cas, de pouvoir arriver à ce type de consommation aussi facilement. Vous voyez que là, il a dû éteindre pas mal de choses, parce que je ne suis plus qu'à 33 watts. C'est vraiment ridicule. Voilà, j'ai une vidéo qui tourne, une des miennes, je peux même la mettre en plein écran si vous en avez par exemple un usage exclusif. On peut aller revérifier la consommation, vous allez voir qu'on est toujours sur une consommation assez limitée. Alors là ici du coup, comme il y a une vidéo qui tourne, évidemment qu'on consomme un petit peu plus, mais vous voyez qu'on est toujours, vous retranchez bien les 30 watts, hein, ce que vous lisez ici, on est dans l'ordre des 40 à 50 watts. Avec l'écran, c'est vraiment pas grand chose. Si je coupe l'écran, alors ça veut pas dire grand chose parce que là je sais même pas si la vidéo continue vraiment de tourner ou pas, mais vous allez voir qu'on abaisse la consommation très significativement, et là on retourne sur des consommations qui sont
assez petite, assez faible en fait. Donc cette machine, elle est hyper optimisée en termes de consommation d'énergie, et ça peut avoir un intérêt dans certaines situations si c'est ce que vous cherchez. Et pour moi, c'est le très gros point positif de cette machine, c'est que vous avez une machine avec des capacités, des performances qui sont très élevées dans différents domaines, que ce soit juste pour une utilisation bureautique, mais aussi pour des utilisations très avancées, retouche photo, montage vidéo et des trucs comme ça, ou lecture vidéo, voire du gaming. Je vous ai dit pas tous les types de gaming, mais du gaming. Et pour autant, on a des consommations très mesurées dans la majorité des usages. Et ça, c'est des choses qu'on ne peut pas obtenir avec des machines qu'on monte soi-même. Parce que même si les alimentations sont devenues beaucoup plus efficientes que ce que je peux avoir là, même si j'avais déjà une alimentation qui était certifiée Platinium, ça reste quand même des consommations qui restent beaucoup plus élevées sur des grosses machines comme ça, avec tout évidemment le matériel qu'on met dedans, par rapport à une petite machine. Et pourquoi j'appuie autant sur ce point? C'est parce que là, imaginez, je me suis mis dans la même situation. Donc j'ai un écran, un PC qui tourne, et je suis en train de regarder du contenu, comme je peux le faire très régulièrement, me renseigner, m'informer, me divertir, bref, peu importe, je regarde une vidéo avec ma machine. La machine qui tourne, la machine en question, c'est mon ordinateur fixe, qui me sert à faire du montage vidéo, et qui me sert à faire, me divertir, donc du jeu vidéo, mais aussi des lectures de vidéos. Et ben, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette machine-là, qui a quand même un paquet d'années derrière elle, mais quand je suis en train de lire une vidéo, je suis à 190 watts, donc toujours vous enlevez 30 watts, et puis évidemment, j'ai l'écran qui est allumé. Mais ça fait quand même une consommation, là je suis quasiment 200 watts, ça fait quand même une consommation, vous le voyez, qui est autour des 150, 160 watts, on va dire, peut-être quelque chose comme ça, ça fluctue, mais vous voyez que ça n'a rien à voir en termes d'ordre de grandeur par rapport à ce que je venais de vous montrer. Pour autant, j'en ai le même usage, et le truc qui écrase encore plus cet argument-là, c'est que cette petite machine là-bas derrière est beaucoup plus puissante que mon ordinateur, qui est un Ryzen 7 2700X. Du coup, non seulement j'ai une machine qui est moins performante, et beaucoup moins performante, surtout pour l'usage que j'en ai, elle est un peu plus silencieuse, mais on a un bruit de souffle qui est constant, même si ici j'ai du water cooling et tout ça, donc ce souffle ne variera pas, quel que soit l'usage que j'en fais, jeux vidéo, machin, tout ça, ce sera à peu près le même niveau sonore, mais c'est un niveau sonore constant, alors que la petite machine arrive à être en passif quand il n'y a rien qui se passe. Par contre, j'ai une consommation qui explose en fait. Vous voyez ici, je suis toujours, donc là je suis à 166 watts, donc on est donc à 136 watts réel, écran plus machine. Et c'est ça qui me fait dire que non seulement j'ai une machine qui n'est pas efficace énergétiquement, mais en plus qui n'est plus efficace en termes de performance. Et une petite machine comme ça, c'est juste dommage que son processeur graphique soit pas un petit peu plus intéressant comme la machine Mega, donc une carte vidéo intégrée un tout petit peu plus intéressante, mais sinon, elle pourrait sans problème remplacer ma machine principale, elle pourrait faire jeu égal en termes de performance, sans que je m'en rende compte spécifiquement, puisque j'aurais plus de performance pour moins de consommation. Et c'est ça qui vraiment m'a interpellé, c'est ça qui m'a plu dans cette petite machine. Autant que je voulais la transformer en serveur, elle aurait tout à fait son rôle de serveur, elle l'aura probablement, mais en tant que machine principale pour un usage du quotidien, elle est aussi extrêmement intéressante, et c'est ça que je trouve sympa. Donc voilà, si vous cherchez à vous faire un petit setup qui consomme finalement assez peu, avec quand même du matériel assez poussé en termes d'affichage ou d'ampli et compagnie, vous pouvez vous faire une machine qui consomme vraiment 3 fois rien pour les utilisations du quotidien. Voilà, comme ça, si vous voulez limiter votre consommation d'énergie, c'est tout à fait possible. Je pense à des usages nomades. Certes, un ordinateur portable comme cette machine-ci, c'est forcément plus adapté pour l'usage nomade, mais si vous êtes en camping-car, je sais pas quoi, et que vous pouvez vous permettre d'avoir un écran externe et connecter à l'arrière cette petite machine, vous avez vu avec son petit support, et vous pouvez vous permettre ce genre d'usage. C'est tout à fait possible, et je vous remontre en direct, la machine ne consomme toujours pas plus, on est toujours dans les 70 watts, vous retranchez 30 watts, donc ici on est à 42 watts de consommation, écran quand même très dense en termes de pixels, plus machine qui tourne pour faire l'affichage de vidéo. Donc voilà, une machine très économe en énergie, très bien gérée en termes de profil d'énergie, donc c'est vraiment appréciable d'atteindre en fait ce type de possibilité. Vous voyez au passage, j'en profite, comme il y a une vidéo qui tourne, vous voyez que quand même le processeur graphique est sollicité, et chose que j'ai peut-être pas précisé dans les étapes précédentes de la vidéo, mais le GPU tape dans la mémoire du PC. Donc vous verrez ici qu'on n'a pas une mémoire de 32 Go, même si c'est écrit 32 Go, on a une utilisation effective de la mémoire de 27 Go. Vous voyez ici, matériel réservé, 4 Go, je pense que ces 4 Go sont réservés exclusivement à la partie GPU. Je pense que c'est lié à ça, c'est pour ça qu'on a 28 plus 4, 32, on retrouve les 32 Go de mémoire.
Pour faire une comparaison qui est difficile à comparer, la machine Geekom avec toujours l'ordinateur portable de chez Dell, exactement la même architecture, exactement le même type de composants à l'intérieur, même si je vous l'ai dit, la machine Geekom est plus évolutive, puisqu'elle a de la mémoire évolutive et la carte Wi-Fi Bluetooth que vous pouvez, M2, hein, que vous pouvez changer. Mais on est sinon sur le même type de matériel, sauf que c'est soudé sur l'ordinateur portable. Je trouve que la machine Geekom est plus présente en termes de bruit. Alors je vous ferai entendre différentes captures du bruit avec différents usages, mais la ventilation quand elle se déclenche est plus présente que l'ordinateur portable. Alors j'ai remonté comme point négatif, puisque je vous les synthétiserai à la fin, mais c'est un des points un peu négatifs, c'est que je trouve que cette machine, même si elle est très silencieuse, quand elle est en mode soit passif, soit elle n'utilise pas beaucoup son ventilateur, on l'entend pas, dès qu'on la bouscule un petit peu, dès qu'elle est chahutée par Windows, et dès qu'il y a un petit peu sur le processeur d'activité, elle monte tout de suite en bruit. Donc dès que vous avez des pics d'utilisation, on l'entend un petit peu plus significativement. Et donc j'aurais dit à Geekom, c'est bizarre parce que ma machine Dell ici, qui est exactement équipée du même processeur, tout pareil, elle est beaucoup plus silencieuse, elle gère beaucoup mieux la montée en température et donc le côté silencieux pour le même profil, hein, parce qu'évidemment on pourrait changer de profil d'énergie ou essayer d'optimiser tout ça. Et ce que Geekom, j'aurais donné une espèce de droit à réponse, m'a dit que c'était beaucoup plus facile à faire dans un ordinateur portable parce qu'il n'y a pas de contraintes. Alors je ne sais pas trop où ne sont pas les contraintes dans un ordinateur portable qui a un châssis et qui a un volume qui est quand même limité, puisqu'on est sur du 14 pouces, donc on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi non plus, alors que sur un mini PC, on n'a pas forcément de normes de format, on peut faire un peu plus comme on veut. Si on veut lui donner 2-3 mm en plus pour avoir un plus gros dissipateur, on peut se le permettre. Donc pour moi, ça ne justifie pas du tout cet argument. Le fait de pourquoi cette machine fait un peu plus de bruit. On peut avoir un processeur beaucoup plus gros, plus épais, plus efficace par rapport à une machine portable. On peut avoir un système de refroidissement plus épais ou plus adapté. Pour autant, cette machine-là fait plus de bruit que cette machine-là. Alors, elle fait certes plus de bruit, mais elle a probablement une contrepartie qui est très intéressante aussi, c'est que son dissipateur est aussi plus fiable et plus efficace. Plus fiable parce que comme le ventilateur est plus gros, très probablement il durera mieux dans le temps, et plus efficace parce que comme probablement il y a plus de densité de métal pour le refroidissement, c'est une machine qui montera un petit peu moins vite en température et qui permettra de tenir des fréquences de processeur plus élevées plus longtemps. Voilà, mais je voulais quand même vous faire cette comparaison parce que je pense que c'est important de nos jours, ça l'était déjà il y a pas mal d'années, mais ça l'est de plus en plus d'avoir des machines soit passives, soit silencieuses. Et cette machine est silencieuse, en ce moment on n'entend rien du tout, quand on est en mode utilisation classique, bureautique, on regarde une vidéo, des choses comme ça, vous ne l'entendrez pas. Par contre, dès qu'elle est un petit peu sollicitée, que ce soit pour une mise à jour Windows, ou parce que vraiment vous l'exploitez avec des logiciels un peu poussés, là on va tout de suite l'entendre. Alors je vais vous la faire entendre. Pour la faire entendre, on va utiliser Cinebench. Je vais utiliser du multicore, on reviendra sur les performances évidemment de la machine, que ce soit en multicore, monocore et tout ça. Là on va se focaliser juste sur son volume sonore pour que vous entendiez qu'elle devient présente. Donc vous voyez, tout de suite, elle est un petit peu sollicitée, tout de suite on l'entend. Je ne sais pas si ça s'entendra bien à la caméra. Donc on a, je vous l'ai dit, prise d'air sur les côtés et extraction sur l'arrière. On sent l'air chaud tout de suite ici, donc il y a bien une sortie d'air sur l'arrière. Bon, j'en profite pour vous montrer très bonne gestion thermique de la machine. Vous voyez ici qu'on est sur des sorties d'air autour des 43 degrés. Donc là, ici, on est en plein Cinebench multicore, donc c'est ce qui va faire monter le plus le processeur en température, puisque tous les corps sont sollicités, contrairement évidemment au single core, où là, il y a juste une zone du processeur qui chauffe. Vous voyez qu'on a une température de sortie d'air de 43 degrés. Donc là, ça fait à peu près 2-3 minutes que Cinebench tourne. Voilà, je pense qu'on peut pas faire plus intensif comme utilisation. Vous voyez un processeur utilisé quasiment à 100% tout le temps. Du coup, la fréquence maximale est actuellement de 3 Go 44-45. Donc ça, c'est automatique, hein, c'est parce qu'on est en multicore. Du coup, la fréquence s'équilibre pour que l'enveloppe thermique du processeur reste acceptable. Donc vous voyez ici une consommation donc au-delà des 90%, donc vers les 100%. Tout le processeur est occupé, on est en plein Cinebench. Je reprends la caméra thermique pour vous montrer qu'on est dans des situations toujours à peu près les mêmes. Donc on a une température de sortie d'air dans les 40 degrés, entre 40 et 44 degrés suivant où on regarde. De toute façon, là j'ai le point chaud et il est toujours dans les un peu au-delà des 40 degrés, pas plus. Donc très très bien en termes de gestion thermique. Vous voyez que le reste du petit PC est pas si chaud que ça. Vous voyez d'ailleurs que par rapport à ma borne Wi-Fi 7 qui elle aussi est relativement chaude,
d'ailleurs plus chaude peut-être même que le mini PC, ça reste un résultat qui est très intéressant. Alors la borne évidemment Wi-Fi 7 est quasiment passive, ce qui explique pourquoi elle monte un petit peu plus haut en température, mais vous voyez qu'il a une bonne gestion de la température. Ce qu'il a une moins bonne gestion, je trouve personnellement, c'est le bruit. Ça reste très contenu. Franchement, pour le niveau de performance qu'on a, c'est extrêmement bien contenu. Donc honnêtement, ça va pas sonoriser votre bureau, hein. Je veux pas en faire un point négatif. C'est vraiment pas, pour l'épaisseur de la machine, pour le niveau de performance de la machine, c'est vraiment pas horrible. Mais vous entendez donc ce petit souffle. Ça, c'est des choses qu'on n'a pas avec des machines comme les Mac mini, les choses comme ça. Donc pour les gens qui hésitent vraiment entre deux mondes, le monde Mac et le monde Windows, actuellement, je ne connais pas de mini-machine dans le monde Windows qui soit complètement silencieuse, quasiment passive. Par contre, ça reste quand même tout à fait supportable, mais de là où je suis sur mon bureau, donc ici quand je suis en train de travailler, imaginez que là je suis en train de faire du montage vidéo et que la machine s'emballe parce que elle est très chargée en termes de CPU, on entend un petit souffle. Est-ce que c'est gênant? Pas du tout. Est-ce que c'est très audible? Pas du tout. Est-ce que c'est un bruit pénible? Non plus. C'est pas du tout un sifflement aigu qu'on peut avoir sur certaines machines, c'est vraiment un souffle, mais ça s'entend. Voilà, donc je voulais que ce soit clair, parce que je sais qu'il y a des gens pour qui le critère son va pas être le plus important, et d'autres pour qui, dès qu'il va y avoir un souffle d'air, quelque chose comme ça va les déranger, parce qu'ils veulent une machine parfaitement silencieuse. On n'a pas un ventilateur Noctua, dont l'optimisation aurait été faite, avec ici des sorties qui sont les moins contraignantes possibles pour faire le moins de bruit d'air. Ça s'entend, il y a un petit souffle d'air qui s'entend. Et si jamais vous vous posez la question, le dessous de la machine, on voit la zone où doit se trouver probablement le processeur. Donc là, on le voit assez clairement. Pour autant, le dessous de la machine est quasiment froid, hein. Là, je vous montre toujours, il faut remettre par rapport à l'échelle de température. Ici, on a une machine qui est froide. Donc, c'est pas non plus une arnaque de la part de Geekom pour faire en sorte que le dessus de la machine, et je vais essayer de ne pas la faire tomber en la retournant, que le dessus de la machine paraisse froid quand le dessous est brûlant. Pas du tout, la machine est vraiment bien conçue thermiquement. On sent qu'il y a une vraie conception dans le design thermique de la machine. Il n'y a vraiment que l'arrière de la machine qui chauffe et qui extrait la température. Donc il faudra la mettre à un endroit où évidemment cet air peut être expulsé facilement. Surtout si vous l'utilisez intensivement pendant quelques minutes. Là c'est le cas, hein, ça fait plus de 5 minutes qu'elle tourne à fond, les processeurs à 100%. Mais vous voyez que ça reste une enveloppe thermique qui est très raisonnable, parce que je pense que Geekom a fait le boulot de mettre ce qu'il faut pour que la machine tienne le choc et permette ce niveau de performance longtemps. La machine est bien chaude, elle travaille bien. Je vais en profiter pour couper l'écran pour qu'on ait la vraie consommation. Vous voyez que 123 watts, machine à fond. Donc vraiment tous les processeurs sont à fond, hein, depuis 5 minutes, 5-10 minutes, et l'écran était allumé. Donc vous voyez ici, toujours vous retranchez 30 watts à tout ce que vous voyez, on est à 62 watts de consommation quand on est à fond en termes de calcul. Donc, on est quand même sur des niveaux de consommation qui sont très raisonnables. 62 watts pour fournir le niveau de performance que cette machine fournit, c'est très intéressant. Parce qu'on a, je vous rappelle, des niveaux de performance qui sont peut-être pas du niveau des PC de bureau actuels, parce qu'ils sont montés eux-mêmes un petit peu en puissance, en performance, et puis ils ont des capacités de refroidissement qui sont au-delà de ce que cette machine permet de faire, mais on est quand même sur un niveau de performance par rapport à ce qui est consommé qui est extrêmement intéressant. On est sur une machine très efficace entre le rapport performance et énergie consommée. On va parler des performances de cette machine, évidemment des performances du processeur, puisque pour moi c'est, on va dire, la pièce intéressante de cette toute petite machine, extrêmement puissante, extrêmement capable au niveau processeur, mais elle est accompagnée quand même d'un GPU, donc d'un processeur graphique, qui est capable, le 890M. Alors c'est pas du tout le processeur qui équipe les versions d'AMD un peu plus haut de gamme, donc les 385, 395 max.
donc toujours en Ryzen 9, ou là vous aurez l'équivalent d'une 2060, 3060 suivant le type de test que vous faites. Ici on est plus sur les performances d'une Intel Arc ou d'une Nvidia 1060, donc on est un petit peu sur des générations anciennes, mais cependant, c'est largement suffisant pour jouer et pour faire de l'IA. Donc pour information, le processeur graphique, le GPU de cette machine, donne environ 30 TOPS en termes d'IA, ce qui vous permet avec les 50 TOPS du NPU d'avoir une enveloppe autour des 80 TOPS, ce qui est, on va dire, TOPS. Ça suffit largement, je blague, mais ça suffit largement, c'est une machine très capable pour faire de l'IA. Le souci qu'il y a, je trouve, avec les plateformes AMD, c'est que la partie logicielle n'est pas prête à accueillir le monde grand public, on va dire, de l'AMD. C'est assez compliqué encore pour le moment d'avoir des choses qui tournent très bien. Là où sur de Nvidia, vous avez pléthore de choses faciles à faire tourner, et sur de Intel, c'est un petit peu plus facile. Donc je vous lance juste la demeure de Lara, c'est le Tomb Raider Remastered qui est sorti l'année dernière, je crois. Je vous en avais parlé, je vous avais fait une vidéo. Là, l'idée, c'est juste de vous montrer que on est sur un moteur qui a été retravaillé de Tomb Raider de première génération, qui est beaucoup plus gourmand, évidemment, mais qui est pas trop gourmand, et ça tourne vraiment nickel sur ce type de machine. Hein. On est autour des 140 watts en termes de consommation pour... Donc l'écran, je vais rajouter la lumière, mais ça consomme rien du tout, l'écran et le CPU, GPU, on est en train de jouer. Ce qui, vous enlevez les 30 watts à nouveau, ça nous met dans une enveloppe autour des 110 watts. Pour du jeu, c'est encore une fois très très bien. Donc là, vous aurez des performances tout à fait intéressantes pour jouer. À vous de voir si c'est quelque chose qui vous intéresse, en tout cas en termes de jeu. Mais c'était pour vous montrer que même sur des jeux récents, mais c'est évidemment des remasters, donc ça va pas chercher bien loin en termes non plus de capacité graphique, mais on est sur de la texture un peu plus poussée, tout ça, on peut quand même avoir quelque chose qui est largement suffisant pour faire une petite console, à partir du moment où on a des besoins mesurés pour jouer. Je vais vous montrer quand même un Tomb Raider plus moderne. Donc on part sur Shadow of the Tomb Raider. Vous m'avez vu tester Shadow of the Tomb Raider sur la machine Dell. On va avoir quasiment les mêmes performances. On est sur le même type de processeur. Évidemment, la mémoire est un petit peu différente puisqu'elle n'est pas soudée. Et on a une petite différence puisqu'on a quand même on va dire une maîtrise de la dissipation qui est un petit peu meilleure. Sur ce type de jeu, vous voyez qu'on est autour des 40 images secondes. Ça va dépendre évidemment, pour ce jeu-là en particulier, des scènes en particulier. 40 images secondes, c'est suffisant pour jouer. Hein. À partir de 30 images secondes, on est sur un environnement console et la fluidité est suffisante pour que ce soit agréable. Il ne faut pas évidemment qu'il y ait des grosses chutes d'images. Donc ça, c'est ce que va s'assurer ce benchmark. Mais dans l'ensemble, vous voyez une image qui est quand même belle, même si on n'est pas à fond en termes de détails, on a une image qui est quand même assez jolie. Alors ici, on n'a pas tout ce qui est ray tracing et compagnie hein, sur ce type de processeur, et en plus sur ce type de jeu. Mais voilà, vous pouvez jouer, mais faites attention, vous voyez que déjà, on est qu'en 1080p, et ici, on est déjà sur du 30 images secondes. Donc, il ne faudra pas être trop exigeant, mais on peut aussi aller chercher des jeux, des AAA d'il y a quelques années. Voilà, c'est tout à fait possible si vous le souhaitez. Vous voyez que quelles que soient les scènes, on est à 30 images secondes, et je vous retrouve pour la conclusion pour ce jeu Shadow of the Tomb Raider, comme ça vous verrez le nombre d'images à la seconde. Au passage, pendant que le jeu fonctionne, vous voyez aussi que la machine fait un petit peu de bruit, toujours comme tout à l'heure. Et donc, ici, c'est beaucoup moins embêtant, puisqu'en fait, c'est couvert par ce que vous allez faire. Vous allez avoir un casque, vous allez avoir de la musique, des sons. Donc, quand on est dans un mode jeu, même si la machine ventile un petit peu, vous l'entendrez quand même, c'est couvert par l'activité que vous en avez. Donc c'est beaucoup moins gênant dans ce type de domaine, et c'est ça aussi qui est intéressant quand vous jouez. Évidemment, quand vous êtes en train de faire du montage vidéo, des choses comme ça, là vous n'avez pas forcément du son qui vient couvrir la dissipation, et tout de suite on entend un tout petit peu la ventilation. J'en profite aussi pour vous remontrer du coup la consommation. Vous voyez qu'on est dans le même ordre de grandeur, 145 watts, vous retranchez les 30 watts, donc 115 watts en jeu sur du Tomb Raider. Et donc on va en arriver normalement aux performances. Vous allez voir qu'on est sur un niveau 30-40 images secondes. C'est bien, c'est pas extraordinaire, mais c'est bien si vous voulez jouer sur ce type de jeu. Par contre, vous voyez que ça peut être embêtant si on a des grosses chutes d'images à la seconde. Ça peut se sentir, donc faites attention. C'est vraiment là, on est sur les limites sur cette machine. Je vous conseillerais même de jouer en 720p. Je vais vous montrer un autre jeu qui est encore plus poussé, encore plus récent. Je viens de lancer Cyberpunk. Ce qui est très intéressant,
que j'avais pas d'ailleurs, puisque c'est pas la machine avec laquelle je vais jouer à ce jeu-là, hein. Je suis en train d'y jouer, j'ai beaucoup de retard dans beaucoup de jeux vidéo, et en particulier, j'avais pas eu l'occasion de me lancer sur ce jeu, donc je suis en train d'y jouer en ce moment, et c'est certainement pas sur ce type de machine que j'y jouerai habituellement. Mais faut reconnaître quand même que, par rapport à ma machine de bureau, que je vous rappelle une RTX 2060, c'est une machine qui va beaucoup plus vite à charger le jeu. Elle a déjà du PCI Express 4 que j'ai pas sur ma machine, elle est trop vieille pour avoir ce genre de choses, et en plus elle a un processeur qui est beaucoup plus puissant. Et donc au final ça fait un jeu qui démarre un petit peu plus vite, donc c'est appréciable, et c'est même surprenant sur une machine de ce calibre-là, toute petite et tout ça, d'avoir une réactivité qui est bien meilleure que ma machine de bureau. Par contre, là où ça va s'effondrer, c'est évidemment sur la qualité graphique et le nombre d'images par seconde. Le processeur n'est absolument pas au niveau de ce que peut faire ma RTX 2060, qui elle-même est déjà très datée. Donc je vais vous lancer le benchmark de Cyberpunk, c'est vraiment pour information, pour que vous voyez où se situe cette plateforme dans une gamme de machines avec laquelle vous pourriez jouer. En termes de vidéo, je me suis mis en 1080p, on est vraiment, vraiment au maximum, je pense, pour ce type de jeu, c'est ce qu'il faut sélectionner, vous allez voir qu'on est même trop haut, je pense. Et en réglage, je me suis mis en réglage bas. En AMD Fidelity FX quand même, ce qui permet d'avoir un peu plus d'images à la seconde. Donc je lance le benchmark. Normalement, ce qu'il faut comprendre dans tout ça, c'est que je dirais que ce jeu-là, faut surtout pas y jouer sur ce type de machine, parce que le souci que vous allez avoir, c'est que certes, on va pouvoir obtenir au final quelque chose qui tourne à peu près, qui est jouable, qui est exploitable, vous allez voir que c'est pas extraordinaire, mais ça reste quelque chose qui s'affiche de manière fluide. Vous pouvez, voilà, vous prenez votre manette et vous voyez qu'on a un nombre d'images par seconde, entre 30 et 50 images secondes. Voilà, on pourrait régler un tout petit peu mieux pour baisser un petit peu le nombre d'images par seconde, augmenter la qualité, mais bon, vous allez voir que dans certaines scènes, ça chuterait quand même. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous n'aurez pas la meilleure expérience de ce jeu-là, et c'est dommage, vous allez perdre les qualités graphiques de ce jeu, et je pense que ce jeu gagne aussi beaucoup par toutes ces qualités graphiques. Mais ça reste très joli, très flatteur à l'œil, même avec ce niveau de détail qui est relativement bas, vous voyez que c'est une machine sur laquelle on peut jouer un petit peu. Donc, si jamais vous cherchez une machine tout en un et que vous n'avez pas le budget de toute façon pour aller taper dans des cartes graphiques qui coûtent quasiment le prix en fait de la machine que vous allez acheter, hein, puisque vous avez des cartes graphiques, si vous tapez dans les 5070, peut-être pas, mais 5080 et tout ça, vous allez avoir le prix de la machine que vous avez achetée, il faudra encore acheter tout le reste. Vous pouvez quand même vous dépanner, jouer un petit peu, même à des jeux récents, dans des bonnes conditions. Mais bon, voilà, faut comprendre aussi que si vous voulez vraiment jouer, il faudra taper sur la machine qui s'appelle la Mega de chez Geekom, donc qui est celle avec le 395 Plus Max. Et là, par contre, vous aurez de meilleures performances, évidemment, pour les jeux vidéo, mais c'est quasiment le double de budget, donc c'est pas la même chose. Donc vous voyez qu'une 890M, avec ces pauvres petits 4 Go de mémoire qui sont piqués dans la mémoire vive de la machine, vous voyez qu'elle s'en sort quand même pas mal. Donc voilà, je vous ai mis ici les réglages. On va juste faire un test en mettant un tout petit peu de détails en plus. Donc voilà, la seule différence, ici je reste toujours en 1080p parce que je pense que c'est pas une plateforme sur laquelle il faut aller plus haut, mais je lance le benchmark en moyen. Et pendant que le benchmark tourne, hein, il vient de démarrer ici en moyen, on voit que c'est toujours d'une qualité correcte. Vous voyez la consommation, donc 150 watts, donc on est à peu près au même ordre de grandeur, 120 watts de consommation sur l'ensemble écran plus machine. Mais au moins vous aurez une bonne idée de ce que ça donne en termes de consommation et refroidissement. Donc on voit qu'on est toujours sur des plages exploitables. Vous voyez que FPS min, on est à 37 images secondes. Personnellement, je considère qu'on est toujours ici dans quelque chose d'utilisable. Par contre, c'est pas la peine d'aller plus haut. Là, on va descendre en FPS min, on va se retrouver avec des baisses à moins de 30 images secondes. Là, c'est désagréable. 30 images secondes, c'est déjà pas toujours hyper agréable, c'est mieux de jouer, ici c'est un écran 120 images secondes, c'est mieux de jouer dans les 60 images secondes pour être à l'aise et pour pas trop ressentir, parce que ce qui est très, très désagréable en fait, c'est quand il y a des grosses chutes d'images secondes. Mais ici, ça reste encore, si vous voulez jouer, que vous avez de toute façon une seule machine à choisir et que vous voulez ce type de petite machine, vous voyez qu'on peut s'en sortir, même sur des jeux relativement gourmands, relativement récents. Voilà, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. On commence avec les résultats, donc Cinebench 2024, donc le R24, 1115 en multicore, 120 en single core. Si vous êtes habitué à ce type de bench, vous savez que c'est déjà excellent. On voit tout de suite qu'il se place dans les classements
on va dire pré-réglé de Cinebench sur le haut du panier. Et quand on regarde en plus dans le détail sur des outils comme CPU Monkey pour avoir un comparatif un peu de tout ce qui se trouve autour, vous voyez que son entourage, c'est les Snapdragon X Plus qui sont très bons en single, le M2 Ultra, les M2 Pro, voilà, donc on est sur des gammes de processeurs qui sont très intéressants. En multi, je vous l'ai dit, donc 1115, on est sur, là encore, des machines qui sont assez puissantes, du M3 Pro, toujours du Snapdragon, les Intel de 14e génération, donc qui étaient quand même lourdement multithreadés, 16 cores, 24 threads. Donc on est vraiment sur des processeurs qui sont très capables. Donc on a une mini-machine toute compacte et qui consomme pas tant que ça, mais qui offre un niveau de performance qui est assez bon. Je vous laisse vérifier vous-même. C'est très facile du coup avec ce type de bench d'aller comparer avec d'autres plateformes qui vous intéresseraient, mais vous allez voir que vous n'êtes vraiment pas volé, hein. 12 core 24 threads avec ce niveau de performance, c'est excellent. Je vous montre également du Geekbench. Alors le Geekbench, j'en ai fait plusieurs en fait parce que j'ai observé que il y a des moments donnés où j'avais des chutes de performance, où j'avais pas en tout cas le meilleur niveau en termes de performance. Alors c'était lié aussi aux versions de Windows 11 que j'utilisais, donc j'imagine qu'il y a quelque chose à voir autour de Windows dans tout ça, mais je vous montre quand même, puisque je l'ai eu, c'est pas le meilleur tir on va dire que j'ai obtenu, et de toute façon il faudrait faire des moyennes hein, sur plein de tirs pour avoir une note un peu plus significative, mais je vous la montre. Donc le 31 août, il y a presque 3 semaines de ça, plus de 3 semaines même de ça quand j'ai reçu la machine, j'étais à 2010 en single core et 10868 en multicore, ce qui est vraiment déjà très bon, hein. On est dans des gammes de produits à nouveau comme Cinebench sur des gammes de produits qui sont très intéressantes en termes de performance. C'est vraiment pas une machine qui va vous limiter en termes de possibilités. Mais vous voyez que j'ai refait un tir 1 ou 2 semaines plus tard, j'ai eu quelque chose d'encore plus intéressant. On est toujours sur la même machine, hein, vous le voyez de toute façon ici. Je vous remettrai, comme il y a des URL, je vous mettrai les URL en description, comme ça vous pourrez les consulter si vous voulez. Vous avez les informations, en particulier les noms de code du processeur et toutes les informations autour des tests en eux-mêmes. Et vous voyez qu'on est à quasiment 2500, donc on est à 2449 en single, 14233 en multicore. C'est vraiment excellent, hein. On est vraiment sur des niveaux de performance qui sont excellents. Pour information, je vous montre aussi le score OpenCL, donc qui est plutôt lié pour le coup à la partie graphique de la machine, et on est à 40 199, ce qui est correct. On est, donc je vous l'ai dit, dans des gammes de performance qu'on atteint sur de l'Intel Arc, de la GTX 1060 ou des trucs comme ça en tout cas. Donc des produits qui sont peut-être pas de dernière génération extraordinaires, mais qui sont suffisants encore de nos jours pour un usage classique, on va dire. Voilà, donc c'est une machine qui est extrêmement capable en termes de performance, très 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 capable, peut-être même largement plus que les machines que vous avez chez vous, parce que si vous avez déjà une machine qui a quelques années, vous allez voir que ça a beau être une toute petite machine qui consomme rien, elle lui met une claque phénoménale. Et donc moi, ma machine que j'essaie de faire durer, ma machine de bureau que j'essaie de faire durer aussi longtemps que possible, c'est même pas la peine. Elle se prend une double claque parce que voilà, cette machine-là est vraiment très capable. Tout ça sans consommer beaucoup d'énergie. Donc moi, je trouve que c'est vraiment surprenant et très intéressant. Et je vous parle de bench, mais il y a un autre bench qu'on peut faire et je vais le lancer tout de suite. C'est la partie réseau, puisque je vous l'ai dit, cette machine est extrêmement bien équipée. Elle est équipée de 2 ports 2,5 Gigabit Ethernet, et vous en voyez un à l'action ici, et de Wi-Fi 7. Donc je vous montre déjà en 2,5 Gigabit Ethernet, il n'y a pas de surprise, 2,5 Gigabit Ethernet, on a 2,5 Gigabit Ethernet. Pour rappel, j'ai un réseau qui est majoritairement en 2,5 Gigabit Ethernet avec quelques liens en 10 Gigabit Ethernet, mais j'ai au moins du 2,5 Gigabit Ethernet, et vous voyez que de toute façon, il n'y a pas de surprise, on sature la partie réseau, puisque en filaire, il n'y a vraiment aucune surprise. Quand on a des câbles qui sont bien tirés, on a tout de suite des très très bons débits sans en fait se creuser la tête sur comment faire mieux. Là où ça devient aussi très intéressant, c'est si vous n'êtes pas en capacité de tirer un ou deux câbles entre cette machine et un switch, ou de toute façon directement sur votre box si vous êtes juste à côté, vous pouvez utiliser aussi du réseau sans fil. Et comme cette machine est équipée de Wi-Fi 7, je vous rappelle Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, c'est la même carte M2 qui fait les deux. Donc test de Wi-Fi 7, vous voyez que les cartes Ethernet sont maintenant non connectées, j'ai débranché le câble, je vous montre même en physique, hein, vous voyez qu'il n'y a plus du tout de câble entre la machine et ma borne Wi-Fi 7. La borne Wi-Fi 7 est la borne BE85 de chez TP-Link. Évidemment, c'est rare les cas de figure où on va être à portée directe comme ça des bornes, je vous montre
peut-être pas les meilleures conditions, parce que je suis même pas sûr qu'en Wi-Fi 7, la meilleure condition, c'est d'être juste à côté comme ça. Peut-être t'as 1 mètre dans une zone un peu moins perturbée, c'est peut-être mieux en fait, plus intéressant. Ici, je suis sur un réseau Wi-Fi 7 MLO. Donc c'est mon réseau qui permet d'agréger des bandes Wi-Fi. C'est une technologie du Wi-Fi 7 qui permet d'améliorer les débits. Donc je lance les tests de débit, vous allez voir que normalement ils sont très bons. Alors comme c'est du Wi-Fi 7, ça peut varier, on peut être dans du très très bon comme on peut être dans du un peu moins bon. Ça dépend, voilà, si vous avez d'autres perturbations, d'autres éléments qui sont en train de faire des tests. Et en général, j'arrive sur des niveaux de performance qui sont un petit peu plus élevés que ceux qu'on a là tout de suite. Mais bon, c'est le jeu, je voulais vous le faire en direct. Ça reste quand même très très bon. Vous voyez qu'on est au-delà du gigabit Ethernet, largement dans les deux sens, envoi-réception. Gigabit Ethernet, c'est, on va dire, la norme standard quand on câble une machine. Donc on est déjà sur du très bon en gigabit Ethernet, et là on est sur du bien meilleur avec du Wi-Fi 7 avec ce niveau de performance. Évidemment, je vous le redis, on reste sur du réseau sans fil, privilégié toujours, et c'est le cas sur cette petite machine, du réseau filaire, tirer des câbles si vous le pouvez, surtout si vous êtes juste à côté de, soit d'une prise murale comme j'ai ici, soit d'une borne sur laquelle il y a des prises. Vous n'aurez aucun souci de débit, aucun souci de ping, autre que le reste de votre réseau bien évidemment. Et je précise aussi que pour atteindre ce niveau de performance, comme on est très élevé au-delà des capacités d'une fibre traditionnelle, je fais des tirs en direct sur des machines qui ont des capacités réseau et performance qui permettent d'atteindre de tels débits, parce que c'est pareil, c'est pas avec n'importe quel site sur internet qu'on peut atteindre ce type de débit, et donc je suis obligé de faire des tirs en local pour vous montrer ce niveau de performance. Par contre, c'est quand même moins bon que certaines machines, je vous ai montré, que ce soit la machine Dell, et d'ailleurs je pourrais la démarrer juste pour vous montrer un élément de comparaison, puisqu'ici on est sur quasiment la même puce en termes de Wi-Fi, et on est aussi quasiment sur la même distance en termes de portée. Donc je peux vous faire le test en termes de comparaison. Je pense quand même que cette machine, déjà parce qu'elle a une puce, on va dire, une puce Wi-Fi un peu moins prestigieuse que d'autres machines de base Intel ou de base Qualcomm, mais aussi peut-être par la manière dont cette puce est équipée, peut-être parce que j'ai trituré les antennes quand je l'ai ouverte. Normalement, je les ai bien recablées parce que sinon j'aurais pas ce type de débit, mais peut-être aussi, voilà, le niveau est pas optimal, mais bon, ça reste bon, mais on peut avoir meilleur. On est connecté là aussi sur le réseau 6 GHz, on est sur le même serveur, on est sur la même borne Wi-Fi, en Wi-Fi 7 également, je vous lance le même test, comme ça vous allez voir l'élément de comparaison. C'est pour ça que je vous dis que je m'attendais à mieux en termes de performance, parce qu'on est vraiment normalement sur le même chipset Wi-Fi, donc puisque c'est la même carte qui est embarquée, et on devrait avoir ce niveau de performance où vous voyez que je sature quasiment le lien Ethernet qui relie mon serveur à la borne Wi-Fi qui est là. Donc on devrait avoir ce niveau de performance là, pour autant vous voyez qu'on est un petit peu en dessous. Mais bon, on a déjà quelque chose qui est largement suffisant pour l'usage qu'aura, je pense, la plupart des gens avec ce type de petite machine. En tout cas, voilà, vous voyez les performances Wi-Fi qui sont meilleures sur une machine complètement similaire à cette machine-ci, donc forcément ça veut dire qu'on pourrait tirer mieux de cette machine et que cette machine n'est pas au maximum des performances qu'elle pourrait proposer. Donc je vous l'ai dit, le gros point questionnable sur cette machine, c'est le connecteur USB-C Power Delivery qui est là. Normalement, cette machine, elle est vendue, elle est commercialisée, elle est documentée comme ça, vous pouvez l'alimenter avec un câble unique à partir du moment où évidemment vous avez du matériel compatible, je vous l'ai dit, soit mon écran ici Dell qui est compatible Power Delivery 3.1, donc il monte jusqu'aux 140 watts, donc sur ce type de machine il n'y a aucun souci, les Thunderbolt 4, donc il n'y a pas de problème. J'ai toute une chaîne qui est compatible Thunderbolt 4 avec le câble ici, un câble de qualité certifié Thunderbolt 4, on le voit au logo, donc il n'y a vraiment aucun risque que mon matériel ne soit pas compatible. Quand bien même mon matériel ne serait pas compatible, je vais vous montrer, mais je me suis même acheté exprès pour cette vidéo un chargeur Anker 140 watts Power Delivery 3.1, comme ça j'ai une alternative en charge. Je voulais prendre du 240 watts, mais c'est vraiment trop cher, on est déjà dans les 300 € de budget. Ici on est plus raisonnable, on est dans les 80 €. Et d'ailleurs si ce produit vous intéresse, je peux en faire une vidéo dédiée, j'hésite encore, donc s'il y a des gens qui sont intéressés par ce chargeur qui a un écran qui est hyper intéressant pour présenter des choses, moi j'ai choisi pour ça parce que je peux vous montrer les consommations réelles des produits et tout directement à partir du chargeur, et ben, je pourrais vous faire une vidéo. Mais en tout cas, pour revenir au sujet, malheureusement cette machine soit refuse de démarrer en Power Delivery, soit démarre avec ce chargeur là mais n'est pas stable, alors que j'ai vraiment zéro souci avec le chargeur propriétaire. Et donc pour moi ça c'est problématique parce que
c'est une chaîne avec par exemple l'ordinateur portable qui est ici qui ne m'a jamais posé de soucis. J'utilise mon ordinateur pro, j'utilise mes ordinateurs perso, je branche des machines sur cet écran ou sur ce chargeur, j'ai pas de soucis. Donc je pense vraiment qu'on peut en conclure que cette machine est à mettre en cause. Voilà, maintenant j'ai des produits qui permettent de montrer qu'elle se connecte bien en Power Delivery 3.0 100 watts et que malheureusement elle ne fonctionne pas comme elle le devrait. Est-ce que la machine est défectueuse? Est-ce que c'est une pré-série? Est-ce que je suis mal tombé? J'en sais rien, mais moi je suis obligé de généraliser dans cette vidéo, de vous dire que je n'arrive pas à faire fonctionner correctement le Power Delivery, et donc si c'est un usage que vous avez, que vous envisagez, vous vous dites je vais brancher cette machine avec un câble unique sur mon bel écran, sur ma télé ou je ne sais trop quoi, il y a des fortes chances que ça ne marche pas, et donc je suis obligé de vous en avertir, parce que sinon vous pourriez être bloqué ou déçu, et donc peut-être la retourner, ou être obligé de la connecter en câblé avec son câble propriétaire, c'est peut-être pas du tout ce que vous voulez faire. À ma connaissance, il est compatible Power Delivery 3.0, donc jusqu'à 100 watts. Je sais pas trop si la norme Power Delivery 3.0 ou 3.1 est respectée. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je n'arrive pas à le faire fonctionner correctement. Alors, deux cas d'utilisation. Le cas standard, pour moi en tout cas le cas qui a un intérêt avec ce produit-là, les autres n'en ont quasiment pas à mon sens, c'est le connecter sur un produit qui peut l'alimenter, mais qui peut aussi évidemment exploiter toutes les ressources qui sortent et qui rentrent par ce port. En particulier un écran, c'est typiquement le cas d'utilisation idéal. On branche la machine sur son écran, câble USB-C unique sur le port qui est ici, le produit est alimenté si votre écran supporte la charge Power Delivery, et évidemment vous avez le signal vidéo et tout l'USB-C qui est partagé, donc tous les périphériques USB. Quand je branche ici le connecteur, enfin le câble dans le connecteur, ce câble part donc à mon écran, et normalement je suis censé ici pouvoir allumer le produit. Et vous voyez, je vous l'ai montré, de toute façon il n'y a pas de surprise, je vous l'ai montré quand j'ai lancé démarré la vidéo, hein, dès les premières fois, il ne se passe rien. Le produit ne fonctionne pas, alors que je suis sûr que le PC fonctionne. Il a fallu, pour ce test de cette machine Geekom, que je m'équipe de produits additionnels. En particulier, je vais pas m'étendre là-dessus parce que sinon la vidéo va être très longue, mais je me suis équipé d'un Power Z de chez Charger Lab. Donc c'est un produit qui permet de voir quel est le lien d'alimentation qui est établi entre deux produits. Ce produit-là me dit bien qu'il y a du Power Delivery 3.0 qui est sur le connecteur, donc il n'y a pas de souci particulier. Du coup, comme ça fonctionnait pas, je me suis équipé d'un chargeur dont je suis sûr des capacités, ce chargeur Anker qui est Power Delivery 3.1 jusqu'à 140 watts. Mais ça, c'était juste pour vérifier qu'au moins la machine démarrait, ce qui est le cas. Par contre, on perd tout intérêt, on va dire, de ce type de choses, et je vais vous montrer tout de suite pourquoi. J'ai donc vite fait connecter la machine. Vous voyez maintenant que j'ai deux câbles qui arrivent à la machine. Le câble qui est ici, donc sur le port qui supporte Power Delivery, c'est le câble qui part au chargeur que vous voyez là. Et ce chargeur, il est vraiment génial, et je pense vraiment que je vais vous en faire une vidéo parce qu'il y a plein de choses à en dire. Il m'affiche la consommation du produit, ce qui fait que je sais, à la sortie de prise, enfin sortie au niveau USB, hein, je sais combien le produit consomme. Donc ici actuellement il consomme 1 watt, et j'ai même des informations détaillées sur toutes les lignes. Donc j'ai deux lignes 140 watts et une ligne 40 watts et une ligne je ne sais plus combien de watts, mais c'est pas important pour cette vidéo. Donc je peux savoir exactement combien le produit consomme et s'il fonctionne ou pas. Le souci donc c'est que là, vous allez voir, je vais pouvoir faire démarrer l'appareil. Il n'est pas stable, et ça c'est un autre souci. Je ne sais pas si je pourrais vous le montrer en vidéo, mais faites-moi confiance, si c'est pas le cas, la machine n'est pas stable, connectée uniquement avec un chargeur 140 watts. Et l'autre souci, c'est évidemment que du coup, je suis obligé de mettre tout le reste sur un deuxième port, et ça fait deux câbles. Et donc, il n'y a plus aucun intérêt. Quitte à faire ça, autant utiliser le chargeur officiel. Certes, on n'est pas sur du standard, puisqu'on a le petit connecteur plus ou moins propriétaire, mais au moins, voilà, plutôt qu'aller chercher un chargeur peut-être un peu haut de gamme pour alimenter le produit, autant utiliser celui qui est déjà fourni avec la machine. C'est tout le manque d'intérêt, du coup, si on n'a pas le connecteur Power Delivery qui marche correctement, c'est que du coup, on se retrouve coincé. En tout cas, je voulais m'assurer que c'était pas l'écran qui posait problème. Vous allez voir que la machine démarre. Donc déjà, il y a du mieux, dans le sens où, effectivement, on voit que le chargeur fonctionne et qu'il alimente la machine. Ce chargeur étant capable de dépasser les 100 watts, il pourra lui fournir, si nécessaire, les 100 watts qu'elle demande. Donc ici, on voit qu'on tape pas loin des 100 watts, et le lien qui est établi, on le voit quand on y connecte ce Charger Lab, c'est un lien Power Delivery 100 watts. Donc si la machine vient à taper trop souvent dans les 100 watts, je pense qu'elle va freezer, en fait, elle va se bloquer. Il va y avoir un souci puisque la machine n'est pas conçue, enfin ne peut pas tirer plus de 100 watts
du lien qui a été établi, puisque le chargeur n'a pas le droit de fournir plus de 100 watts, puisqu'ils n'ont pas négocié du Power Delivery 3.1, et donc pour éviter de faire griller une machine, puisque le chargeur doit s'assurer, l'alimentation doit s'assurer que la machine est compatible avec ce qu'on lui demande, il va fournir le maximum de ce que la machine supporte. On voit qu'on a une machine qui est fonctionnelle, je viens de me connecter. Ce qui peut se passer, alors par contre je sais pas si ça va se produire, je sais pas quand ça va se produire, voilà, je peux pas vous donner dans le détail, mais ce qui peut arriver, c'est que à un moment donné, cette machine va s'arrêter de fonctionner, c'est-à-dire la partie affichage vidéo, donc le connecteur en fait qui est là, va cesser de recevoir du signal, et je ne sais pas pourquoi. J'ai pas pu déterminer pourquoi, donc ça fonctionne, donc je peux au moins vous dire qu'effectivement la partie Power Delivery fonctionne, puisque vous voyez que la machine est alimentée uniquement par un câble USB-C, elle n'a pas de câble propriétaire ici dans la prise de charge, donc oui, effectivement ça fonctionne. Ça me permet quand même de vous montrer que la machine consomme très peu, puisque ici vous avez uniquement la consommation de la machine Geekom, donc vous n'avez plus la consommation de l'écran. Donc ça me permet de vous montrer aussi, avec un produit qui est très visuel, combien consomme ce PC quand il est en train de faire une lecture vidéo, parce que là je suis en train de faire une lecture vidéo, hein. Donc voilà, on voit le bureau, on voit que je lis de la vidéo. Imaginez-vous bien qu'on est sur moins de 20 watts, on est entre 15 et 20 watts, donc c'est conforme avec tout ce que je vous ai partagé en termes de consommation. C'est vraiment ridicule en termes de consommation à la prise. Pour information, pour le plaisir, on va faire du lourd. Pour le moment, la machine n'a pas encore craché, donc c'est le moment d'en profiter. Je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment variable. Il y a des fois où j'ai utilisé la machine connectée en Power Delivery, j'ai eu 0 souci. Et il y a des fois, à peine en ouvrant le navigateur, je perdais l'affichage. Donc peut-être c'est un autre bug sur l'autre port USB 4, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça arrive aussi que ça fonctionne bien, et heureusement. Donc quand ça fonctionne bien, c'est exactement ce qu'on veut, ou presque ce qu'on veut. Ce que je veux juste vous montrer, c'est que quand la machine va lancer l'affichage graphique, on va aller regarder la consommation à la prise, pour vous montrer qu'on a aussi la possibilité de jouer en étant directement comme ça connecté sur du Power Delivery. Donc là, le jeu est parti, la machine commence à chauffer, on entend sa ventilation, et voilà ce que ça consomme, une machine qui est en train de jouer, et là vous voyez qu'on tape les 100 watts, donc je sais pas comment elle s'en sort quand on arrive aux 100 watts, mais le chargeur de toute façon ne l'autorisera pas à dépasser 100 watts, puisque la machine ne lui a pas demandé, ne lui a pas autorisé à aller au-delà de 100 watts. Donc voilà, vous avez vu en gros à quoi ça ressemble. Du coup, moi, ça me permet aussi de vérifier que ce chargeur fonctionne au moins jusqu'à 100 watts. Donc ça fonctionne très très bien, le chargeur ne chauffe pas, la machine est fonctionnelle, on voit ici que le jeu tourne. Donc voilà, si vous êtes intéressé par ce type de choses, de pratiques, vous voyez qu'on peut aussi utiliser la machine en Power Delivery, et ça peut être intéressant. Maintenant, je vous l'ai dit avec des contraintes, c'est qu'avec un dock officiel Thunderbolt 4, ça marche pas. J'arrive pas avec un dock Dell en Thunderbolt 4, je n'arrive pas à le faire marcher. Avec un écran compatible Thunderbolt, ça ne fonctionne pas non plus. Par contre, j'ai réussi à le faire fonctionner avec un chargeur donc de la marque Anker, qui lui fonctionne en Power Delivery, mais avec de temps en temps la machine qui freeze, et je sais pas pourquoi. Voilà ce que je pouvais vous dire en termes de capacité sur cette machine. Reste à vous donner rapidement mon avis. Je vous mets la page Amazon parce que le budget, mine de rien, ça fait partie aussi, ça pondère mon avis. Ici actuellement elle est en vente à 1000 €, elle vient d'être lancée, donc voilà, c'est le prix assez récent. Il y a un prix barré sur Geekom, mais je pense que c'est un faux prix barré de 1199. Je pense que son vrai prix de lancement et de vente, ça peut baisser, ça peut monter, mais en tout cas au moment où je vous fais cette vidéo, elle est à 1000 € en vente et disponible. C'est une machine, je vous l'ai dit, qui est extrêmement intéressante. À part le circuit graphique, je voulais dire Radeon 890M, qui est limitant dans mon cas personnel, puisque je joue par exemple en ce moment à Cyberpunk 2077, donc je vais pas rebaisser mon niveau de graphisme et mes exigences en termes de qualité graphique à cause de cette machine-là, ça serait embêtant. Mais pour tout le reste, c'est une machine qui, sans aucun souci, remplacerait ma machine actuelle. Le petit bémol, c'est qu'évidemment, comme on est sur des machines très compactes, moi, j'ai pris mes aises avec ma tour, puisque dedans, j'ai des disques durs, ce qui me permet de faire plein de sauvegardes. Je travaille, en fait, je vous fais du contenu, donc je me fais des sauvegardes versionnées, tout ça, pour ne rien perdre, parce que si jamais je perds des rushs ou des montages, bah, ça me consomme un temps fou. Donc, j'aime bien avoir plein de stockage. J'ai quand même un deuxième 2 là-dedans, donc quoi qu'il arrive, je pourrais rajouter au moins un deuxième stockage pour faire de l'archivage ou des backups un petit peu plus intelligents. Mais voilà, c'est la compacité qui est le point faible de ces machines quand vous avez des exigences qui vont au-delà de ce que forcément le form factor vous permet d'obtenir. Mis à part ça, elle est bien conçue, elle a des ports USB 4 à l'arrière, ce qui vous permet quand même et de faire de l'alimentation
mais je vous ai montré ça marche pas à tous les coups, et de faire de la sortie vidéo, de la connecter sur un écran qui a plein de connectivité, webcam, clavier, souris, ampli, tout ça, tout fonctionne avec un câble unique, donc c'est assez intéressant, les doubles sorties réseau sont très bien. Maintenant je vais vous parler des points faibles que j'ai notés. Alors je vais aller du plus gênant au plus embêtant évidemment. Le premier point que je trouve embêtant, et vous allez voir c'est un point de détail, c'est qu'elle s'appelle Geekom A9 Max, elle n'est pas équipée d'un processeur Ryzen AI 9 Max. Je trouve ça terriblement dommage parce que du coup la version qui est équipée du processeur Max s'appelle Mega. Je sais pas où est la logique là-dedans chez Geekom, mais je trouve que c'est un loupé, parce que du coup on n'est pas orienté du tout vers la bonne catégorie de processeurs quand on fait des recherches. Si vous cherchez sur internet un Geekom A9 Max, vous allez tomber sur la machine, mais si vous cherchez un Ryzen AI 9 Max, vous allez peut-être être orienté sur cette machine et pas faire attention que c'est pas le bon CPU, ou voilà, être déçu en vous disant c'est pas ce que je cherche en fait. Donc je sais pas quelle était l'idée derrière tout ça, mais je trouve ça un petit peu dommage de l'avoir appelé Max et Mega quand il y avait une opportunité de faire coller les noms avec le processeur qui est équipé dedans. Donc vous voyez, ça c'est un point de détail. Le point qui m'embête un petit peu plus, c'est les ports USB en façade. Alors là, évidemment, ça va dépendre des gens. Peut-être que vous allez être très content de trouver 4 ports USB type A à l'avant parce que vous en avez besoin, parce que c'est ce que vous faites au quotidien, ou parce que vous en faites une petite console de jeu, de rétro gaming, je sais trop quoi. Vous voulez brancher vos manettes, vos 4 manettes, et du coup vous allez être super content d'avoir ça en face avant. Donc voilà, je peux pas me projeter dans vos usages, mais moi, en tout cas personnellement, je veux de l'USB-C. Ça me dérange pas d'avoir un ou deux ports USB type A, et encore je les aurais mis plutôt à la verticale. Alors je pense qu'il y a le refroidissement là, donc c'est peut-être compliqué en termes de design, mais je les aurais mis verticaux pour économiser un petit peu de place. Par contre, on n'est pas embêté du coup quand on les branche, mais j'aurais mis au moins deux ports USB-C à l'avant, parce que c'est quand même le standard du moment, et n'avoir que 2 ports USB-C à l'arrière, c'est vraiment trop restrictif, je trouve. Surtout quand on voit les capacités de cette architecture, il y avait la possibilité peut-être d'avoir un petit peu mieux. Les 2 sorties HDMI, les 2 sorties 2,5 gigabits Ethernet, pour le coup, là c'est très bien. Donc vous voyez, on est encore sur un point qui est un point de détail. Le dernier point, le point qui me chagrine le plus, c'est, je vous en ai parlé, d'ailleurs il faut que je reprenne la machine juste pour vous pointer du doigt le port en question, c'est ce port-ci, port USB 4 avec entrée de chargement, donc normalement compatible, Power Delivery 3.0 a priori, puisqu'elle monte jusqu'à 100 watts, je ne l'ai pas vu monter à au-delà de 100 watts, donc je suis pas sûr qu'elle soit compatible Power Delivery 3.1, contrairement à ce qu'on m'avait dit. C'est très, on va dire, peu probable que vous arriviez à le faire marcher. Sauf si Geekom ne m'a pas menti et me dit que peut-être c'est une version de pré-série, ou peut-être que tous les matériels avec lesquels je fais tourner cette machine ont des spécificités, mais je vous ai quand même montré un écran de chez Dell qui est ultra standard, qui fait tourner toutes mes machines, qui les charge sans souci, et la machine ne démarre pas avec. Je vous ai montré ce super chargeur de chez Anker qui est 140 watts Power Delivery 3.1, qui lui pour le coup c'est hors de question qu'on le remette en cause dans ses capacités à alimenter ce type de produit. Il y arrive, et pourtant la machine, à un moment donné, elle fige. Alors, quand j'arrive, enfin, c'est plus ou moins fréquent, plus ou moins présent, mais en tout cas, c'est pas du tout le même type de fonctionnement que le petit connecteur d'alimentation classique. Et donc, je trouve ça hyper dommage d'être obligé, en tout cas dans mon cas de figure, de connecter le chargeur propriétaire, parce que le chargeur Power Delivery ne marche pas. Pour tout le reste, je vous l'ai dit, il n'y a pas vraiment de point noir sur cette machine, même le prix qui en est demandé de 1000 € est complètement compréhensible par rapport au niveau de performance qui est proposé. Faudra voir ce que propose la concurrence, peut-être que vous trouverez d'autres marques qui proposeront ce type de machine à des budgets plus accessibles. Faites juste très attention à la fois en termes de fiabilité du produit et de SAV, c'est des choses à prendre en compte, puisque plus les marques sont réputées, plus les marques sont sérieuses, plus on a des chances d'avoir un échange de produits ou une réparation quand il y a quelque chose qui se passe mal, voire un produit qui est mieux conçu ou plus durable. Et faites aussi attention que toutes les marques ne font pas aussi attention que Geekom sur la fabrication de leurs produits pour qu'ils tiennent le choc en termes de charge CPU, donc quand la machine chauffe beaucoup, qu'il soit dimensionné pour évacuer cette chaleur et maintenir le niveau de performance assez longtemps. Parce que c'est très beau d'avoir une machine un peu plus compacte ou un peu moins chère, mais si dès que vous commencez à la solliciter, vous faites un lancement de montage vidéo, enfin de sortie vidéo, où vous jouez à un jeu et les performances s'écroulent au bout de 10 minutes parce que le processeur chauffe et est obligé de faire du throttling, donc abaisse la fréquence,
c'est un petit peu dommage. Donc ici on n'a pas ce type de problématique, et donc c'est aussi à prendre en compte. Voilà, après ça, est-ce que vous cherchez une mini-machine? Est-ce que vous cherchez une mini-machine dans les budgets de 1000 €? Ou même vous êtes prêt à aller plus loin, et peut-être la méga pourra vous intéresser, vous me direz si c'est le type de produit qui vous intéresse, parce que moi il me fait sérieusement de l'œil, une méga, une A9 méga avec les Ryzen Max tels qu'ils sont proposés, et la carte graphique qui va avec, ça pourrait être un remplacement à mon PC fixe pour le coup, même si j'y gagne pas beaucoup en termes de GPU, j'y gagnerais énormément en termes de consommation électrique et de praticité au quotidien. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire de cette Geekom A9 Max. C'est un coup de cœur, on va dire, en termes de mini-machine. J'ai bien fait d'attendre et de ne pas accepter toutes les propositions qui m'étaient faites, que ce soit par Geekom, parce que ça fait très longtemps qu'on échange, mais par d'autres marques, en réservant quelque part un test de mini-machine sur une vraie mini-machine qui est intéressante, qui propose des choses, qui est évolutive, voilà, qui est un vrai remplacement pour des usages de bureau. Si maintenant vous cherchez, je vous l'ai dit, un petit serveur pour faire de la domotique et tout ça, partez pas là-dessus, c'est surdimensionné, sauf si vous avez des idées en tête. Vous voulez peut-être, je sais pas, faire de la reconnaissance vidéo, des choses comme ça, et donc peut-être vous avez besoin d'avoir extrêmement beaucoup de puissance et beaucoup de cœur, beaucoup de mémoire, des choses comme ça. Là, ça peut éventuellement être intéressant, mais sinon, c'est disproportionné, et peut-être vous serez plus intéressé par monter vous-même un petit serveur. C'est moins compact, donc c'est peut-être ce qui va aussi vous décider, mais ça vous permettra d'y mettre exactement dedans ce que vous voulez, là où vous avez forcément des contraintes, qui sont des avantages dans certaines situations, mais qui sont des contraintes dans d'autres, par le format du produit. Voilà, vous me direz si ce type de machine vous intéresse, parce que éventuellement, je pourrais peut-être renouveler l'expérience avec une machine encore plus puissante et encore plus intéressante, parce que je suis curieux de voir ce que ça peut donner. Mais moi, en tout cas, je trouve que si vous avez besoin d'une machine pour tous les jours, pour faire un peu toutes les activités, vous ne serez pas déçu avec ce type de machine. Vraiment, c'est pas elle qui va vous brider dans vos usages, ou en tout cas, il faut vraiment avoir de très très gros besoins pour qu'elle commence à montrer des signes de fatigue. Par rapport en tout cas à ma machine de bureau, si je faisais mon montage vidéo là-dessus, et je pense que je vais me lancer sur une installation des outils dont j'ai besoin, je pense que ça va aller encore plus vite sur ce type de produit. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile, et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Merci et au revoir.